Pendant le mariage du millionnaire, une petite mendiante interrompit la cérémonie et s'empara du microphone. Lorsque ses premiers mots résonnèrent dans l'église, le millionnaire tomba à genoux devant l'autel, les larmes aux yeux. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le soleil de l'après-midi était impitoyable à Los Angeles tandis que Charles Dorson conduisait sa voiture de luxe dans les rues encombrées du centre-ville. L'homme d'affaires de 40 ans ajusta la climatisation, son regard vigilant alternant entre le trafic chaotique et la montre en or à son poignet. Une importante réunion l'attendait, mais quelque chose, cet après-midi-là, allait bouleverser complètement ses projets. « Ce trafic va me rendre fou », murmura-t-il en tambourinant des doigts sur le volant en cuir. Son costume italien impeccable et son parfum raffiné contrastaient avec l'atmosphère populaire du quartier, où se mêlaient vendeurs ambulants et travailleurs pressés sur des trottoirs bondés. « J'aurais peut-être dû choisir un autre itinéraire », songea-t-il. La chaleur suffocante de l'après-midi mexicaine donnait l'impression que l'asphalte ondulait au loin, tandis qu'une cacophonie de klaxons rivalisait avec les cris des vendeurs de rue. Charles ajusta sa cravate de soie, sentant la sueur perler sur son front malgré la climatisation de sa voiture de luxe. Ses yeux parcouraient la foule à travers les vitres teintées, observant la danse chaotique de la vie quotidienne. Des enfants courant entre les étals de fruits, des personnes âgées bavardant devant les boutiques, des porteurs portant de lourdes caisses sur leurs épaules. Comment cette ville parvient-elle à fonctionner ainsi, pensa-t-il en vérifiant une nouvelle fois sa montre en or. Le feu passa au rouge, le forçant à s'arrêter. Charles en profita pour observer le mouvement autour de lui, une habitude qu'il avait développée au fil des ans pour mieux comprendre la ville où il avait bâti son empire. C'est alors que son regard fut attiré par un mouvement inhabituel sur le trottoir opposé. « S'il vous plaît, poussez-vous » cria une voix enfantine désespérée. Une fillette d'environ 12 ans courait parmi les piétons, sa chevelure noire et négligée flottant dans le vent. Ses vêtements usés et sales révélaient qu'elle vivait dans la rue, mais il y avait une détermination dans ses mouvements qui attira l'attention de Charles. La raison de sa course apparut vite. Un chien errant, miteux, maigre et effrayé, s'était retrouvé désorienté au milieu de la circulation. Un bus approchait à grande vitesse, son chauffeur distrait, occupé à se quereller avec les passagers. L'inévitable était sur le point de se produire. « Mon Dieu, non !» s'exclama Charles, le cœur battant, en voyant la fillette se jeter sur l'animal sans penser aux conséquences. Elle plongea entre les voitures, ses bras frêles enserrant le corps tremblant du chien. Le bus les frôla, son klaxon retentissant dans la rue, tandis que la fillette roulait sur le trottoir avec l'animal dans ses bras. Charles freina brutalement, ignorant les protestations irritées des autres conducteurs. En quelques secondes, il était hors de la voiture, ses chaussures italiennes frappant l'asphalte alors qu'il courait vers la fillette. Elle était assise sur le trottoir, serrant toujours le chien tremblant qui lui léchait le visage en signe de gratitude. « Est-ce que ça va ?» demanda-t-il en s'agenouillant à côté d'elle. Ses yeux expérimentés évaluèrent rapidement les dégâts. Quelques égratignures sur ses bras et ses genoux, une petite coupure sur sa joue, mais rien de grave. Ce qui l'impressionna le plus fut le regard de la fillette, un mélange de courage et de dignité qui surpassait son apparence déguenillée. « Je m'appelle Emma », répondit-elle d'une voix douce mais ferme, caressant toujours le chien. « Je vais bien. Je m'inquiète juste pour lui. Regarde comme il est blessé. » Ses doigts examinèrent délicatement une petite plaie sur la patte de l'animal, qui semblait désormais calme dans ses bras. Charles observa la scène, fasciné. En toutes ces années d'affaires, entre contrats à plusieurs millions et réunions interminables, il ne se souvenait pas avoir vu un acte de bonté aussi pur et désintéressé. « Pourquoi as-tu fait ça, Emma ? Tu aurais pu être bien plus blessée. » Sa réponse le surprit. « Parce que personne d'autre n'allait l'aider, » dit-elle simplement, comme si c'était la chose la plus évidente du monde. « Tout le monde mérite une chance, non ? Même un chien errant. » La foule de piétons commençait à se disperser, perdant tout intérêt pour cette scène inhabituelle. Charles resta accroupi aux côtés d'Emma, la regardant continuer à s'occuper du chien avec une douceur contrastant avec son apparence épuisée. Ses pensées s'emballaient, pesant une décision pouvant changer la vie de tous. « Emma, » commença-t-il, sa voix adoptant un ton plus doux, « je ne peux pas te laisser retourner dans la rue dans cet état. J'ai une grande maison pas très loin d'ici. Nous pourrions soigner tes blessures, offrir un bain à ton ami et un bon repas. » Ses yeux croisèrent les siens, cherchant à transmettre la sincérité de ses intentions. Le corps d'Emma se tendit instantanément, ses bras se resserrant autour du chien. Des années dans la rue lui avaient appris à se méfier de la gentillesse des inconnus, surtout ceux en costume. « Pourquoi veux-tu m'aider »
demanda-t-elle, sa voix portant une sagesse triste au-delà de son âge. La circulation restait intense, les klaxons et les moteurs formant une symphonie urbaine désormais lointaine. Charles pesa soigneusement sa réponse, conscient qu'il devait gagner sa confiance. « Parce que tu viens de m'enseigner quelque chose que j'avais oublié, » répondit-il honnêtement, qu'il existe encore des gens prêts à risquer leur vie pour aider quelqu'un, humain ou animal. Un groupe de cadres passa, jetant des regards désapprobateurs à la scène. Un homme d'affaires en costume parlant à une gamine des rues et un chien errant. Emma se recroquevilla instinctivement, comme si elle voulait devenir invisible. « Les riches n'aident jamais sans rien vouloir en retour, » murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour lui. « Peut-être as-tu raison la plupart du temps, » admit Charles, surprenant la fillette. « Mais parfois, les gens font de bonnes actions simplement parce que c'est la bonne chose à faire. Et en ce moment, la bonne chose à faire est de ne pas vous laisser, toi et ton ami, retourner dans la rue blessé et affamé. » Le chien, jusqu'alors silencieux, s'approcha de Charles et renifla sa main. Après un moment, il la lui lécha doucement, suscitant un petit sourire surpris chez Emma. « Il ne fait jamais ça, » dit-elle, son ton révélant un mélange de surprise et de curiosité. « Il ne fait généralement confiance à personne. » Le businessman sourit, saisissant cette petite ouverture. « On dit que les animaux ont un sixième sens pour juger les gens, » commenta-t-il en caressant doucement la tête du chien. « Peut-être sait-il qu'il peut me faire confiance. Et peut-être toi aussi, tu peux. » Emma observa l'interaction, son visage révélant le conflit intérieur qui la déchirait. La faim qui la tenaillait, la fatigue des nuits sans sommeil, s'opposaient à des années d'expériences amères et de méfiance. « Et si » commença-t-elle hésitante, « et si j'accepte de venir, que se passera-t-il ensuite ?» Charles se releva lentement, époussetant légèrement son costume coûteux. « D'abord, on va s'occuper de vous deux, » répondit-il, sa voix transmettant une certitude rassurante. « Ensuite, ensemble, on verra comment changer ton futur. Qu'en dis-tu » Le son lointain d'une sirène résonna, faisant sursauter Emma. Les années dans la rue lui avaient donné un instinct de survie affûté, et chaque bruit fort représentait une menace potentielle. Le chien, sentant sa tension, pressa son museau contre sa main, comme pour la réconforter. « Si je viens avec toi, » dit-elle, la voix tremblante mais déterminée, « promets-moi de ne pas nous séparer. C'est ma seule famille, maintenant. » Ses yeux sombres croisèrent ceux de Charles, exprimant un mélange d'espoir et de crainte qui le toucha profondément. Il remarqua comment elle tenait le chien, comme un trésor précieux. La circulation autour d'eux restait intense, témoins involontaires de ce moment décisif. Un vendeur ambulant passa, poussant sa charrette de fruits, le parfum sucré de la mangue mûre flottant dans l'air. Le ventre d'Emma gargouilla douloureusement, lui rappelant depuis quand elle n'avait pas mangé décemment. « Écoute, » dit Charles en s'accroupissant de nouveau à sa hauteur, « je te fais une promesse solennelle, vous resterez ensemble, quoi qu'il arrive. » Il posa sa main sur sa poitrine dans un geste théâtral, faisant naître un petit sourire chez la fillette. « En fait, je crois que ma maison aurait bien besoin d'un gardien à quatre pattes. » Le chien, comme s'il comprenait qu'on parlait de lui, agita la queue et poussa un petit aboiement, brisant une partie de la tension du moment. Emma ne put s'empêcher de rire, un rire cristallin contrastant avec le vacarme environnant. « Je crois qu'il aime l'idée, » commenta-t-elle, ses défenses commençant à baisser. Charles se redressa et lui tendit la main pour l'aider à se relever. « Alors, c'est décidé. On tente cette nouvelle vie ?» Sa voix était empreinte d'une gentillesse à laquelle Emma n'était pas habituée, surtout venant d'un adulte bien habillé. La fillette jeta un dernier regard à la rue animée, à ses trottoirs familiers où elle avait passé tant de nuits. Voici qu'on lui offrait une chance de changer, proposée par un inconnu qui s'était arrêté là où tant d'autres étaient passés sans s'arrêter. Le chien dans ses bras lécha son visage, comme pour approuver le plan. « Ça va, » finit-elle par dire, acceptant la main tendue de Charles. « Mais s'il fait pipi dans ta voiture, ce n'est pas ma faute. » La remarque innocente fit éclater de rire Charles, un rire sincère qui le surprit lui-même. Depuis quand n'avait-il pas ri ainsi ? Le chemin jusqu'à la voiture fut court, mais pour Emma, il sembla une éternité. Chaque pas l'éloignait un peu plus de son ancienne vie et la rapprochait de quelque chose de totalement inconnu. Le chien suivait docilement à ses côtés, comme s'il comprenait l'importance du moment. Charles ouvrit la porte arrière de sa voiture importée, et Emma hésita un instant avant d'y monter, serrant toujours son compagnon poilu contre elle. L'intérieur luxueux était un monde nouveau, cuir doux, air frais, un silence isolant les bruits de la ville. « Où allons-nous » demanda-t-elle, d'une voix faible mais curieuse, tandis que Charles s'installait au volant. « Dans un endroit où vous pourrez commencer une nouvelle vie, »
répondit-il en démarrant et en croisant son regard dans le rétroviseur. Et Emma, merci de m'avoir rappelé qu'il existe encore de la bonté dans le monde. La fillette esquissa un sourire timide, s'enfonçant dans le siège moelleux tandis que la voiture s'éloignait, l'emmenant vers un futur qui, pour la première fois depuis longtemps, semblait prometteur. Le trafic commença à s'écouler plus librement alors qu'il quittait le centre-ville. Emma regarda, fascinée, les rues changer. Les immeubles commerciaux laissaient place à de plus grandes maisons, les trottoirs devenaient plus propres et bordés d'arbres. Le chien, sur ses genoux, était tout aussi intrigué, appuyant son museau contre la vitre, laissant des traces qui, autrefois, auraient contrarié Charles, mais aujourd'hui, le faisaient sourire dans le rétroviseur. « Je n'ai jamais roulé dans une voiture comme celle-ci », confessa Emma, caressant distraitement le cuir doux du siège. « C'est comme être dans un vaisseau spatial. » La comparaison innocente fit de nouveau rire Charles, un son qui semblait devenir plus fréquent en présence de la fillette. « Tu sais, quand j'étais petit, je n'avais jamais été dans une voiture comme celle-ci non plus, partagea-t-il en s'engageant sur une large avenue arborée. La première fois que j'ai roulé dans une voiture de luxe, c'était quand j'ai décroché mon premier gros contrat de construction. J'avais 30 ans. Les yeux d'Emma s'écarquillèrent. « Vraiment? Tu n'es pas né riche ?» La surprise dans sa voix était sincère, comme si l'idée que quelqu'un puisse changer sa vie lui était totalement nouvelle. « Non, » répondit Charles, d'un ton plus sérieux. « Je suis né dans un petit village, loin d'ici. Mes parents travaillaient dans les champs. Je suis venu en ville seul, à 18 ans, avec juste un vieux sac à dos et beaucoup de rêves. C'est pour ça que je sais que parfois, il ne manque qu'une opportunité. » Le silence qui suivit fut confortable, chacun perdu dans ses pensées. Le chien s'était endormi sur les genoux d'Emma, son doux ronflement se mêlant au léger bourdonnement du moteur. La fillette remarqua que ses mains, habituellement crispées, étaient détendues, pour la première fois depuis longtemps. « Je pense que je vais l'appeler Lucky, » dit-elle soudain, en regardant le chien endormi. « Parce que c'était un miracle qu'il ne soit pas écrasé, et un autre miracle que tu te sois arrêté pour nous aider. » Charles sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine à ces mots. « Lucky, » répéta-t-il, testant le nom. « C'est parfait. Et peut-être, » ajouta-t-il en ralentissant tandis qu'ils approchaient un grand portail en fer forgé, qu'il s'agit exactement de ça. Un peu de chance pour nous tous. La voiture commença à monter une allée privée bordée d'arbres anciens et bien entretenus. Emma se pencha, ses yeux capturant les premières images de ce qui serait sa nouvelle maison. Pour la première fois depuis qu'elle avait accepté l'offre de Charles, elle sentit non seulement de l'espoir, mais aussi la certitude d'avoir fait le bon choix. Lucky s'étira sur ses genoux, comme s'il sortait d'un long rêve, prêt à entamer sa nouvelle vie à ses côtés. Le manoir d'Orson se dressait, imposant, sous le soleil de l'après-midi. En haut du grand escalier, Harriet Parker attendait, le dos droit, l'uniforme parfaitement repassé et un doux sourire sur les lèvres. Ses cheveux grisonnants étaient relevés en un chignon élégant, et ses mains jointes devant elle évoquaient la sérénité et la gentillesse. « Harriet !» appela Charles en aidant Emma à sortir de la voiture, Lucky toujours dans ses bras. « J'ai besoin de ton aide. Cette petite s'appelle Emma, et voici Lucky. Je les ai trouvés dans le centre-ville. » La gouvernante descendit quelques marches, le visage soucieux en voyant les égratignures sur le visage de la fillette. « Bon sang, pauvre chérie !» s'exclama-t-elle d'une voix mélodieuse empreinte d'inquiétude, en s'approchant pour examiner les blessures de plus près. Charles consulta sa montre en or, fronçant légèrement les sourcils. « Harriet, prends bien soin d'eux. Emma a besoin d'un bon déjeuner, d'un bain chaud et de vêtements propres. » Il jeta un regard affectueux au chien. « Et appelle le docteur Martinez, le vétérinaire privé. Lucky doit être examiné et on doit soigner sa fourrure. » « Bien entendu, monsieur, » répondit Harriet de son sourire calme et assuré. « Laissez-moi faire. Quand vous rentrerez, vous constaterez une véritable transformation. » Elle tendit la main à Emma, qui hésita un instant avant de l'accepter. « Je dois voir mon avocat, » expliqua Charles, s'accroupissant pour parler à Emma. « Je vais voir comment on peut t'aider, toi et Lucky, à avoir un meilleur futur. Madame Harriet va bien s'occuper de vous pendant mon absence. » Emma serra Lucky plus fort, la voix faible mais ferme. « Tu promets de revenir ? » « Bien sûr que je reviendrai, » sourit Charles, touchant doucement l'épaule de la fillette. « Je dois voir le résultat de la transformation, n'est-ce pas ? Et ensuite, » ajouta-t-il avec un clin d'œil, « on pourra parler de cette chambre vide au bout du couloir. »« Ne vous inquiétez pas, monsieur, » dit Harriet, d'une voix douce et rassurante. « Je vais m'occuper de tout personnellement. »
Tandis que la voiture de Charles s'éloignait, Harriet posa le regard sur Emma. « Allons à l'intérieur, ma chérie », invita-t-elle en la guidant à travers le manoir. « Nous avons beaucoup de travail. » La cuisine du manoir était spacieuse et impeccable, chaque ustensile brillant sous la lumière des hautes fenêtres. Harriet servit une soupe chaude à Emma, qui la mangea en essayant de conserver des manières polies malgré sa faim évidente. Lucky se reposait aux pieds de la fillette, recevant de temps en temps de petits morceaux de viande qu'elle laissait tomber discrètement. « Mange lentement, ma chère », conseilla Harriet, son ton doux et maternel. « Après le déjeuner, nous nous occuperons de ton apparence. » Ses yeux suivaient chaque geste de la fillette, tandis qu'elle rangeait méthodiquement la cuisine. Le téléphone mural sonna, et Harriet se leva rapidement. « Finis ton repas, je vais répondre dans la bibliothèque, » dit-elle en se dépêchant. « Reste ici avec Lucky. » Après avoir terminé la soupe, la curiosité naturelle d'Emma s'éveilla. Accompagnée de Lucky, elle suivit silencieusement le couloir jusqu'à la bibliothèque, ses compétences de survie dans la rue l'aidant à ne faire aucun bruit. La porte était entr'ouverte, laissant la voix d'Harriet s'échapper. « Oui », disait la gouvernante au téléphone, sa voix différente du ton doux qu'elle employait d'habitude. « Ne t'inquiète pas, tout est sous contrôle. Nous sommes très proches de finaliser notre plan. » Le cœur d'Emma s'accéléra en entendant ces mots. Ses mains caressèrent machinalement les oreilles de Lucky, qui restait étrangement silencieux à ses côtés. La voix d'Harriet continua, plus basse, presque un murmure. L'excitation enfantine de découvrir un secret l'emporta momentanément sur sa prudence. Elle poussa la porte, un sourire innocent aux lèvres. « Tante Harriet », s'exclama-t-elle joyeusement. « C'est quoi ce plan super cool que tu as? Je peux aider? On appelle oncle Charles aussi ?» Le téléphone glissa des mains d'Harriet, tombant avec un bruit sourd sur l'épais tapis. Son visage pâlit visiblement, et pendant un instant, on crut qu'elle allait s'évanouir. « Emma », balbutia la gouvernante, la voix tremblante, « depuis quand es-tu là ?»« Je viens d'arriver », répondit la fillette, souriant encore, bien que quelque chose en elle criait l'alarme du danger. Lucky, à ses côtés, commença à grogner doucement, sentant le changement d'atmosphère. Harriet retrouva son sang-froid, son visage reprit l'expression douce, mais ses yeux brillaient d'un éclat différent. « Ma chérie », dit-elle, sa voix redevenue mielleuse, « viens avec moi un instant, j'ai quelque chose de très spécial à te montrer. » Plus elles avançaient dans le couloir, plus il faisait sombre, les fenêtres se raréfiant. Harriet serrait fermement le bras d'Emma, la guidant vers une petite pièce au fond du manoir, une pièce rarement utilisée, remplie de meubles recouverts de drap blanc. « Alors, ma chère, » commença Harriet, sa voix désormais dépourvue de douceur, « nous allons avoir une conversation très importante à propos de ce que tu as entendu. » Elle referma la porte derrière elle, d'un clic doux. Lucky tenta de se placer entre elles, grognant. Emma sentit la peur monter dans sa poitrine, mais des années dans la rue lui avaient appris à rester calme en situation dangereuse. « Tante Harriet », tenta-t-elle, la voix tremblante, « je n'ai pas vraiment compris ce que tu disais au téléphone, je te le jure. » La gouvernante laissa échapper un rire sec, sans aucune douceur. « Oh, mais tu en as compris assez pour être un problème. » Elle se pencha, son visage très proche de celui d'Emma. « Et sais-tu ce qu'on fait des problèmes dans cette maison? On les fait disparaître. » « Je ne dirai rien à personne, » chuchota Emma, les larmes commençant à monter. Lucky grognait plus fort, poil hérissé, prêt à défendre sa petite protectrice. « Bien sûr que tu ne diras rien, » acquiesça Harriet, son sourire désormais terrifiant. « Parce que si tu dis un mot, un seul, à propos de ce que tu as entendu, ton ami à quatre pattes aura un accident. » Son regard se posa sur Lucky avec une cruauté calculée. La panique envahit Emma. « Non, s'il te plaît », s'écria-t-elle en serrant Lucky contre elle. « Ne lui fais pas de mal, je promets de ne rien dire, je le promets. » Les larmes coulaient à présent librement sur son visage. « Bien. Nous nous comprenons, » dit Harriet, retrouvant son ton faussement doux. « Maintenant, établissons quelques règles. Premièrement, tu souriras et auras l'air heureuse quand Charles reviendra. Deuxièmement, si on te demande, tu n'as jamais vu que j'étais au téléphone. Et troisièmement, elle marqua une pause, si tu enfreins l'une de ces règles, ton chien disparaîtra pour toujours. » Emma hocha frénétiquement la tête, serrant Lucky. Le chien cessa de grogner, mais garda les yeux fixés sur Harriet, comme s'il comprenait chaque mot de la menace. « Parfait, » sourit Harriet, lissant son tablier comme si rien ne s'était passé. « Maintenant, retournons à ce bain que Charles a demandé. Et souviens-toi, ma chère,
dit-elle en ouvrant la porte, je vous surveille, toi et ton petit ami. Emma suivit la gouvernante à travers les couloirs du manoir, son corps tremblant légèrement. Ce qui devait être un jour de chance et d'espoir se transformait en cauchemar. Alors qu'elles avançaient, une seule question résonnait dans l'esprit de la fillette. Comment protéger Lucky et aider le gentil Charles? Les pas d'Harriet résonnaient sur le sol en marbre, créant une symphonie inquiétante qui semblait accompagner leurs moindres mouvements. La lumière filtrant par les hautes fenêtres projetait de longues ombres sur les murs, donnant vie aux vieux tableaux silencieux. Le parfum de cire et de produits d'entretien, autrefois accueillant, devenait étouffant. Emma sentait la fourrure de Lucky frôler sa jambe à chaque pas, rappel constant de l'enjeu. Ses doigts s'entrelacèrent nerveusement à l'ourlet de sa chemise souillée, son cœur battait si fort qu'il semblait vouloir s'échapper de sa poitrine. L'âpre goût de la peur se mêlait au souvenir de la soupe récemment avalée. Le grand hall du manoir semblait interminable, chaque porte close gardant ses secrets. Les chaussures d'Harriet marquaient un rythme régulier, tac, 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 comme un métronome réglé sur l'angoisse d'Emma. L'uniforme impeccable de la gouvernante, jadis symbole d'ordre et de soin, n'était plus qu'un déguisement. Une légère brise entra par une fenêtre ouverte, faisant onduler les rideaux de soie. Le mouvement soudain fit sursauter Emma. Harriet se retourna brièvement, un sourire faux sur les lèvres, mais ses yeux contenaient une menace silencieuse, faisant déglutir la fillette. L'horloge ancienne dans le couloir sonna 15 heures, ses tintements profonds résonnant sur les murs. Chaque son amplifiait la tension, rappelant à Emma que le temps passait inexorablement. Dans quelques heures, Charles reviendrait et elle devrait jouer un rôle de fillette heureuse, tout en portant un terrible secret. Lucky restait en alerte, les oreilles dressées, comme s'il pouvait percevoir les véritables intentions d'Harriet. Son poil restait légèrement hérissé, et de temps à autre, un grondement sourd s'échappait de sa gorge, vite réprimé par un regard acéré de la gouvernante. Le luxe du manoir, qui avait initialement enchanté Emma, ressemblait maintenant à une cage dorée. Les miroirs vénitiens, les vases en cristal, les tapis persans, tout cela reflétait une opulence criant le contraste avec la terreur qu'elle ressentait. Ses pieds nus, encore sales de la rue, laissaient à peine des traces sur le sol immaculé, comme un chemin presque invisible dans ce monde qui, manifestement, ne voulait pas d'elle. Le grondement doux d'un moteur de luxe rompit la tranquillité de l'après-midi. Une voiture noire et élégante franchit les grilles du domaine, chargée de valises et de sacs des plus prestigieuses boutiques européennes. Abigail Walker, la fiancée de Charles, rentrait de son voyage à l'étranger. La jeune femme descendit de la voiture avec l'élégance calculée de celle qui connaît sa valeur. Ses longs cheveux noirs encadraient un visage d'une beauté classique, sa robe de créateur épousant parfaitement ses courbes. Ses talons claquèrent sur le marbre, tandis qu'elle supervisait le chauffeur déchargeant ses nombreux bagages. « Harriet », appela Abigail, sa voix mélodieuse teintée d'autorité. « J'ai besoin d'aide avec mes achats. » Ses yeux balayèrent la façade du manoir avec une satisfaction possessive, jusqu'à ce qu'elle aperçoive quelque chose d'inattendu. À travers une des fenêtres du rez-de-chaussée, elle vit une scène qui la figea. Emma, maintenant propre et vêtue de vêtements simples mais présentables, jouait avec Lucky dans le salon. Le chien, lui aussi visiblement plus propre, remuait la queue joyeusement tandis que la fillette le caressait. Pour beaucoup, la scène aurait été touchante, mais pas pour Abigail. « Qu'est-ce que cela signifie ?» murmura-t-elle, son beau visage se tordant en une expression de dégoût. À ce moment, Charles émergea de la maison, son visage s'illuminant en voyant sa fiancée. Il s'approcha pour l'étreindre, mais elle se déroba subtilement, ses yeux toujours rivés sur la fenêtre. « Chérie, je suis content que tu sois rentrée », sourit-il, inconscient de son trouble. « Comment s'est passé ton voyage ?» Abigail ne répondit pas immédiatement, ses doigts manucurés agrippant la poignée de son sac avec assez de force pour blanchir ses jointures. « Charles », sa voix tremblait légèrement d'indignation contenue, « pourquoi y a-t-il une mendiante dans notre salon ?» Le dernier mot était prononcé comme s'il s'agissait d'une chose particulièrement répugnante. Ses yeux ne pouvaient se détacher de la scène qui la dérangeait tant. L'homme d'affaires suivit son regard, son sourire s'adoucit en voyant Emma. « Ah, c'est une histoire incroyable », commença-t-il, enthousiaste. « Je l'ai trouvée aujourd'hui, au centre-ville. Elle a sauvé ce chiot d'un accident, risquant sa propre vie. Elle a un cœur en or, malgré les épreuves qu'elle a déjà affrontées. » Abigail écouta le récit avec une horreur grandissante. Chaque mot d'admiration de Charles envers la fillette était un affront personnel. « Et tu l'as ramenée chez nous ?» demanda-t-elle, essayant de garder son calme. « Mon chéri, il y a des institutions pour ce genre de situation. »
Ne t'inquiète pas, répondit Charles, interprétant mal son inquiétude, j'ai déjà parlé à mon avocat. Nous lui trouverons un bon foyer, mais en attendant, je ne pouvais pas la laisser dans la rue, pas après ce que j'ai vu. La fiancée força un sourire compréhensif, bien que ses yeux restassent froids. Bien sûr, mon amour, tu es toujours si bon. Ces mots étaient doux, mais il y avait dans son ton quelque chose suggérant que cette bonté n'était pas nécessairement une qualité. Viens, invita Charles en lui offrant son bras. Je vais te présenter Emma. Je suis sûr que tu l'aimeras autant que moi. Abigail accepta le bras, mais chaque pas vers le salon lui coûtait un immense effort. À l'intérieur, Emma se leva rapidement en voyant Charles revenir avec une femme inconnue. Des années dans la rue lui avaient appris à lire les gens, et quelque chose dans le regard de cette élégante jeune femme la poussa à reculer instinctivement. Lucky, sentant sa tension, prit position à ses côtés. « Emma, » sourit Charles, inconscient de la tension, « je veux que tu rencontres Abigail, ma fiancée. » La fillette tenta un sourire timide, ses mains serrant nerveusement l'ourlet de son chemisier propre. Le contraste entre elles était frappant, Abigail dans sa robe de créateur, Emma dans des vêtements simples mais propres. « Enchantée, madame » murmura Emma, la voix presque inaudible. Abigail se contenta d'incliner légèrement la tête, un sourire forcé aux lèvres. Le silence qui suivit était lourd comme le plomb. « Mon chéri » finit par dire Abigail, sa voix douce mais avec une note tranchante, « nous devons en parler en privé, n'est-ce pas ?» Ses doigts se refermèrent possessivement sur le bras de son fiancé, tandis que ses yeux jetaient des regards à peine dissimulés de dégoût vers Lucky, qui avait laissé une empreinte de patte sur le tapis persan. Charles, réalisant enfin la tension, acquiesça. « Bien sûr, mon amour. » Il se tourna vers Emma avec un sourire rassurant. « Mets-toi à l'aise, petite. Harriet est là si tu as besoin de quoi que ce soit. » Il se laissa guider par Abigail jusqu'à son bureau, fermant la porte derrière eux. Là, Abigail laissa tomber son masque de civilité. « Comment as-tu pu ramener une mendiante chez nous » exigea-t-elle, la voix tremblante d'indignation. « Et avec un chien errant en plus. » Elle cherchait des mots assez forts pour exprimer son horreur. « Abigail, tenta Charles, c'est temporaire. Cet enfant a besoin d'aide, et nous sommes en position de l'aider. Quel mal y a-t-il à cela ?» Il s'approcha pour la toucher, mais elle s'éloigna, faisant les 100 pas, agitée, dans le bureau. « Quel mal, Charles ? Tu ne comprends pas. Ces gens-là, ils apportent des problèmes, toujours. Et ce chien ? » Elle frissonna. « Il est probablement rempli de maladies. Je n'arrive pas à croire que tu mets notre sécurité en péril pour un caprice de charité. » Charles poussa un profond soupir, se massant les tempes. « Ma chérie, tu réagis de façon excessive. Emma n'est qu'une enfant dans le besoin, et pour le chien, j'ai déjà appelé un vétérinaire. Fais-moi confiance, tout est sous contrôle. » « Sous contrôle ?» répéta Abigail, la voix montant d'un octave. « Rien n'est sous contrôle. C'est notre maison, Charles, la nôtre, pas un refuge pour sans-abri. » Ses yeux brillaient dangereusement, un mélange de colère et peut-être de crainte que ses plans soigneusement élaborés soient menacés par cette intrusion. Le son d'un téléphone interrompit leur dispute. « Je dois prendre cet appel, » dit Charles, vérifiant l'identité de l'appelant sur son portable. « C'est l'avocat, peut-être à propos de la situation d'Emma. » Il sortit précipitamment, laissant Abigail seule dans le bureau. Celle-ci attendit quelques secondes, s'assurant d'être seule, puis sortit d'un pas décidé à la recherche d'Harriet. Elle la trouva dans la cuisine, supervisant la préparation du dîner. « Où est la fille ?» demanda Abigail à voix basse, renvoyant les domestiques d'un geste brusque. Une fois seule, son attitude changea complètement. L'air de raffinement laissa place à une expression de fureur contenue. « Dans la chambre d'amis, elle prend une douche », répondit Harriet, son propre masque de servilité s'effaçant peu à peu. « Comment s'est passé le voyage, mon enfant ?» Son ton était désormais empreint d'une intimité que personne au manoir n'aurait soupçonnée. « Comment les choses se sont-elles passées ici, maman ?» demanda Abigail en s'asseyant à la table de la cuisine. « Charles est-il toujours aussi épris ?» Ses ongles parfaitement manucurés tambourinaient nerveusement sur la surface de marbre. Harriet lissa son tablier avec un sourire satisfait. « Oh oui, ne t'inquiète pas. J'ai chanté tes louanges toute la journée, parlant de la merveilleuse épouse que tu feras. Il est plus amoureux que jamais. » Elle marqua une pause, son visage prenant une expression inquiète. « Mais nous avons un petit problème. » « Quel problème ?» Abigail se redressa, tendue. « En plus de cette mendiante qui l'a ramenée, » répondit Harriet en baissant encore la voix, « la fille m'a surprise au téléphone tout à l'heure.
Elle sait qu'il y a un plan. Elle ne connaît pas les détails, mais... Abigail pâlit. Comment as-tu pu laisser cela arriver? Siffla-t-elle, se penchant par-dessus la table, les doigts agrippant le bord de marbre. Après toute notre planification, toutes nos précautions, une gamine des rues pourrait tout ruiner. Harriet leva les mains, suppliante, son visage ridé marqué par l'inquiétude. Le bruit lointain de l'eau coulant dans la douche à l'étage rappelait la présence indésirable. « Baisse la voix, s'il te plaît », chuchota Harriet, ses yeux nerveux regardant la porte. « Les murs ont des oreilles dans cette maison. » « Ne me dis pas de baisser la voix, » répliqua Abigail, bien qu'elle réduisit son ton à un chuchotement furieux. « Des années, maman. Des années à tout planifier, chaque détail, l'histoire de l'ami d'église, les rencontres fortuites avec Charles, chaque sourire, chaque geste. » Elle parcourait la cuisine, ses talons frappant un rythme nerveux sur le sol. « J'ai pris mes précautions, » insista Harriet, ajustant son chignon. « Je l'ai menacé. Tu aurais dû voir la terreur dans ses yeux quand j'ai mentionné le chien. Elle est terrifiée à l'idée qu'il lui arrive malheur. » Un bruit dans le couloir fit se figer les deux femmes. Ce n'était qu'une bonne qui passait, mais dès qu'elles furent sûres d'être à nouveau seules, Abigail reprit, plus bas, mais avec un venin dans la voix. « Et tu penses que la peur suffit? Une enfant des rues, maman, c'est comme un rat, il trouve toujours un moyen. Toujours. Je peux renforcer la surveillance, » proposa Harriet, ses mains tordant nerveusement son tablier immaculé. Ne pas la laisser seule une minute, peut-être même verrouiller sa porte la nuit. Abigail se leva brusquement, renversant sa chaise dans un fracas. Ses mains tremblaient de colère et de peur de voir ses rêves s'effondrer. « Ce n'est pas suffisant. Nous ne pouvons prendre aucun risque, pas quand nous sommes si près du but. Le mariage est dans 2 semaines, maman, 2 semaines. » Réfléchis, tenta Harriet. Charles fournit déjà des documents pour elle. Si elle disparaît maintenant, sans explication. Je m'en fiche, coupa Abigail, se retournant vers sa mère, le visage déformé par la fureur, révélant sa véritable nature. Fais-le. Utilise tes contacts, cet ami du chenil, n'importe quoi. Le bruit de l'eau s'arrêta à l'étage, accentuant la tension dans la pièce. Abigail s'approcha de sa mère, la saisissant par les bras avec force. Écoute-moi bien, chuchota-t-elle, chaque mot chargé d'une détermination cruelle, je ne t'ai pas laissé t'abaisser au rang de gouvernante toutes ces années pour tout perdre maintenant à cause d'une gamine fouineuse. Tu n'as pas nettoyé des toilettes et servi du café pendant 5 ans pour voir notre plan couler à pic. Harriet acquiesça lentement, ses traits se durcissant d'une sombre résolution. Le bruit de pas infantiles au-dessus d'elle rappela l'urgence de la situation. Je m'en occupe, promit Harriet, sa voix laissant entrevoir ses intentions. D'ici la fin de cette semaine, cette fille ne sera plus qu'un lointain souvenir. Le matin arriva au manoir d'Orson, apportant un silence pesant à la table du petit déjeuner. La salle à manger, d'une élégance impeccable, semblait amplifier chaque son, le tintement des tasses en porcelaine, la note argentée des couverts, et la respiration contenue d'Emma, qui touchait à peine à sa nourriture. Harriet tournait autour de la table avec son efficacité habituelle, servant du café à Charles et du thé à Abigail. Ses mouvements étaient précis et silencieux, mais ses yeux ne cessaient de surveiller Emma une seconde. La fillette gardait la tête baissée, remuant sa bouillie sans vraiment manger, tandis que Lucky reposait à ses pieds, silencieux. Abigail, impeccable dans son peignoir de soie, lançait à Emma des regards à peine voilés de dégoût chaque fois que Charles ne regardait pas. Ses doigts tambourinaient sur la table, comme si la seule présence de la fillette rendait l'air irrespirable. « Le café est délicieux aujourd'hui, Harriet », commenta Abigail, sa voix aussi douce que du miel empoisonné. Charles abaissa son journal, remarquant finalement le comportement inhabituel d'Emma, qui la veille encore, s'était montrée si vive en sauvant Lucky. Maintenant, elle n'était plus que l'ombre d'elle-même, les épaules raides, jetant de temps en temps des regards craintifs vers Harriet. « Emma », appela-t-il doucement, la faisant sursauter, « est-ce que tout va bien? Tu sembles si silencieuse aujourd'hui. » Ses yeux gentils cherchaient les siens, vraiment préoccupés par ce changement. La petite mendiante ouvrit la bouche, ses yeux se remplissant de larmes, mais Harriet fut plus rapide. La gouvernante s'approcha de la table avec une carafe de jus, se positionnant entre Emma et Charles. « Oh, monsieur », intervint Harriet avec un sourire maternel parfaitement étudié, « c'est normal qu'elle soit ainsi. La réalité d'ici est si différente de la rue. Elle doit être effrayée par tant de changements à la fois. » Ses paroles semblaient raisonnables, mais il y avait une menace voilée dans ses yeux lorsqu'elle rencontra le regard d'Emma. Charles hocha la tête, pensif, acceptant cette explication. « Ça a du sens,
dit-il, se tournant vers Emma avec un sourire rassurant. Ne t'inquiète pas, petite, tu t'habitueras bientôt. Chérie, intervint Abigail en posant délicatement sa main sur son bras, ne devions-nous pas aller à la confiserie? Souviens-toi, nous avons prévu de choisir les douceurs pour le mariage aujourd'hui. Son ton était doux, mais une urgence sous-jacente s'y faisait sentir. Charles consulta sa montre en or. Tu as raison, et nous sommes presque en retard. Il se leva, déposant un baiser sur le front de sa fiancée. Harriet, prends bien soin d'Emma et de Lucky pendant notre absence. La gouvernante fit une petite révérence, son visage un masque de servilité. Laissez-moi faire, monsieur. Je m'occuperai de tout personnellement. Sous la table, Lucky laissa échapper un faible grondement, presque inaudible, comme s'il sentait ce qui se préparait. Nous revenons bientôt, lança Charles avant de partir, tenant la porte pour Abigail. Celle-ci jeta un dernier regard significatif à Harriet avant de sortir, les mots de la veille planant encore dans l'air comme une sentence. À peine la voiture de Charles eut-elle disparu au loin qu'Harriet se métamorphosa. Son visage, auparavant maternel, se durcit comme du granit. Ses yeux, autrefois doux, brillaient d'une cruauté qui fit Emma se recroqueviller sur sa chaise. Alors, la gouvernante commença, la voix aussi tranchante qu'une lame de glace, « La nourriture est trop bonne pour ton goût, petite vermine. » D'un geste brusque, elle arracha l'assiette encore pleine devant Emma. Le bruit de la porcelaine sur la table fit tressaillir la fillette. Lucky bondit immédiatement, poil hérissé, gronde en bas. Harriet lança un regard menaçant au chien. « Ah, et ton petit ami pense encore pouvoir me faire peur ?» Elle rit sèchement, sans joie. « Voyons combien de temps cette bravade durera lorsque vous serez enfermés. »« S'il vous plaît, Madame Harriet, chuchota Emma, la voix tremblante, nous n'avons rien fait de mal. » Ses petites mains s'agrippaient au bord de la table, les jointures blanchies par la tension. La gouvernante fit le tour de la table, tel un prédateur, puis saisit le bras d'Emma, la levant brutalement de sa chaise. « Rien de mal, siffla Harriet. Votre simple présence ici est déjà de trop. » Elle tira Emma hors de la pièce et monta les escaliers, Lucky les suivant anxieusement. La poigne d'Harriet était si forte qu'elle laisserait des marques. Emma n'osa pas faire de bruit. « Ici, déclara Harriet en poussant Emma dans la chambre d'amis, c'est là que tu resteras jusqu'à ce que je décide de ton sort. » Lucky sauta immédiatement à l'intérieur, grondant toujours face à la gouvernante. D'un geste brusque, Harriet referma la porte, et le bruit de la clé tournant dans la serrure résonna comme une sentence finale. « Et ne t'avise pas de crier, » lança sa voix à travers le bois épais. « Personne ne t'entendra ici. » Emma courut à la fenêtre, le cœur battant. La chambre était au 2e étage, mais des années dans la rue lui avaient appris à trouver des voies d'évasion là où d'autres n'en voyaient pas. Un treillis couvert de lierre descendait le long du mur, suffisamment solide pour supporter son poids. « Lucky, chuchota-t-elle en caressant la tête du chien, je dois te laisser ici, caché, le temps que je trouve une solution. Je te promets que je reviendrai. » L'animal la regarda de ses yeux intelligents, comme s'il comprenait chaque mot. Avec des mouvements agiles, acquis dans la rue, Emma grimpa par la fenêtre, descendant le treillis de lierre. Elle posa prudemment ses pieds nus sur les briques irrégulières, ses doigts serrant fermement le bois. Son cœur battait, non pas à cause de l'effort physique, mais à cause de la peur d'être découverte. Une fois au sol, Emma se tapit derrière des buissons, guettant le moindre mouvement. Le bruit lointain de la vaisselle qu'on l'avait indiqué qu'Harriet était dans la cuisine. À pas de loup, la fillette contourna le manoir jusqu'à une porte latérale réservée aux livraisons. L'intérieur de la maison était silencieux, hormis le cliquetis occasionnel de la vaisselle dans la cuisine. Emma se déplaça telle une ombre dans les couloirs, ses yeux alertes cherchant quelque chose qui pourrait lui servir de clé. Les années de survie dans la rue lui avaient appris à se déplacer sans être remarqué. Sur une chaise dans le couloir de service, un vieux sac en cuir attirait son attention. Elle reconnut le sac d'Harriet, que la gouvernante portait souvent. Les doigts tremblants, Emma fouilla à l'intérieur, prenant soin de tout remettre en place. Elle ne trouva pas la clé, mais ses doigts effleurèrent autre chose, une vieille photographie glissée dans un portefeuille abîmé. En examinant la photo, Emma sentit son cœur louper un battement. Sur l'image jaunie, une Harriet plus jeune souriait aux côtés d'Abigail. Au dos, un mot écrit à la main, souvenir d'un beau voyage. Le bruit de pas approchant fit geler le sang d'Emma. D'un geste rapide et précis, elle remit le sac en place et glissa la photo dans la poche de sa robe. Pas le temps de se cacher, Harriet était déjà là, son regard sombre et menaçant. « Comment es-tu sortie de la chambre »
siffla-t-elle, la voix pleine d'une fureur contenue, plus terrifiante que des cris. Je voulais juste sauver Lucky, bégaya Emma, tremblante, il est tout seul, effrayé. Son dos était plaqué contre le mur, tandis qu'Harriet s'avançait lentement vers elle. As-tu touché à quelque chose? Interrogea la gouvernante, le regard passant rapidement d'Emma au sac. La fillette secoua frénétiquement la tête, sentant le poids de la photo dans sa poche, plus lourd que du plomb. Non, madame, je le jure, mentit-elle, la voix à peine audible. Harriet l'étudia longuement, les yeux plissés. Le silence qui suivit était aussi lourd qu'un linceul. Soudain, Harriet agrippa le bras d'Emma. Voyons si tu apprends à rester à ta place, petite fouineuse, grogna-t-elle, traînant la fillette vers l'escalier. Emma ne résista pas, sachant que c'était inutile. De retour dans la chambre, Harriet la poussa avec une telle force qu'elle tomba à genoux sur le tapis. Lucky accourut, grondant et montrant les dents, poils dressés, protégeant sa petite maîtresse. Cette fois-ci, avertit Harriet, d'une voix glaciale, je m'assurerai que tu ne t'échappes pas. Ses yeux examinèrent la pièce, évaluant toutes les voies possibles. Elle s'approcha de la fenêtre, la ferma à clé, tira les épais rideaux de velours, plongeant la chambre dans une pénombre suffocante. On entendit le cliquetis des verrous et le bruit lourd de meubles qu'on traînait pour bloquer la porte. L'armoire de chêne grinça en raclant le sol. « Et souviens-toi » lança Harriet à travers la porte, sa voix chargée de malice, « si tu essaies encore quelque chose, c'est ton chien qui paiera le prix. » Les pas de la gouvernante s'éloignèrent dans le couloir, le bruit de ses talons finissant par disparaître, avalé par le silence oppressant du manoir. Emma resta immobile quelques instants, le cœur battant à tout rompre. La chambre, autrefois simple pièce d'invité, était devenue une prison étouffante. Les ombres des meubles semblaient menaçantes sur les murs, et le tic-tac de l'horloge au-dessus de la cheminée marquait le temps avec une précision cruelle. Lucky s'approcha d'Emma, son corps chaud lui offrant le seul réconfort possible. La fillette enfouit ses doigts dans la fourrure douce du chien, puis son autre main glissa sur sa poche, sentant la photo. Une preuve brûlante que quelque chose n'allait pas dans cette maison. Ses doigts tremblaient, craignant que même ce petit geste puisse être remarqué. Le poids de ce secret semblait encore plus lourd, enfermé ainsi entre quatre murs. Le soleil du matin tenta de percer à travers les rideaux épais, créant un motif diffus de lumière. L'air devenait lourd, et Emma sentait la sueur froide dans son dos. La peur n'était plus seulement pour elle ou pour Lucky, mais aussi pour Charles, qui ignorait le danger planant dans sa propre demeure. Assise sur le sol, blottie contre Lucky comme si c'était sa dernière ancre de stabilité, Emma essaya désespérément d'organiser ses pensées. Les larmes silencieuses sur ses joues étaient autant dues à la peur qu'à la frustration. Dans ses petites mains calleuses, marquées par la vie dans la rue, reposait désormais non seulement son propre sort, mais aussi celui de son fidèle ami et du gentilhomme qui avait essayé de l'aider. Le silence du manoir n'était brisé que par de lointains bruits indistincts. Le cliquetis de la vaisselle, des pas étouffés, des voix des domestiques. Chaque bruit faisait sursauter Emma, de crainte qu'Harriet ne revienne. Les murs de la chambre semblaient se refermer, transformant ce qui aurait dû être un refuge en piège étouffant. L'après-midi était déjà avancé lorsque la voiture de Charles franchit les grilles du manoir. Emma était assise calmement dans le salon principal, Lucky à ses pieds, comme si les heures de terreur enfermées dans la pièce n'avaient jamais existé. Le son des pas élégants d'Abigail résonna dans le hall, suivi de la voix animée de Charles discutant des sucreries choisies pour le mariage. « Emma !» s'exclama Charles en entrant dans la pièce, son visage s'éclairant en voyant la fillette. « Comment s'est passée ta journée ?» Harriet émergea silencieusement de la cuisine, se plaçant stratégiquement derrière le fauteuil où Emma était assise. La fillette sentit un frisson parcourir son échine à la présence de la gouvernante. « Bien, monsieur, » répondit-elle doucement, ses doigts se resserrant discrètement sur la fourrure de Lucky. Le chien, sensible à l'état émotionnel de son ami, resta attentif, tout en paraissant détendu. « Harriet s'est très bien occupée de nous. » Abigail, enlevant ses gants de cuir italien avec des gestes précis, dissimula à peine son irritation à la vue de la fillette. « Mon chéri, » sa voix douce comme du miel artificiel, « et si nous allions prendre un peu l'air dans le jardin ? Le coucher de soleil doit être magnifique. » Le jardin, à l'arrière, était un spectacle de couleurs au crépuscule. Les rosiers soigneusement taillés et la fontaine de marbre reflétaient les derniers rayons dorés de la journée. Charles guida sa fiancée parmi les massifs de fleurs, totalement absorbé par sa beauté, apparemment inconscient des ombres qui planaient dans les recoins de sa vie.
Je ne pourrais pas être plus heureux, déclara-t-il en tenant les mains d'Abigail, le mariage, toi, notre vie ensemble. Parfois, je me demande comment j'ai eu autant de chance. Ses yeux brillaient d'un amour sincère, rendant la scène encore plus douloureuse pour ceux qui connaissaient la vérité. Emma, qui avait suivi le couple silencieusement, se cacha derrière un grand massif d'hortensias. Lucky, comprenant la nécessité du silence, resta calme à ses côtés. À travers les feuilles, la fillette observa la scène se dérouler comme un mauvais spectacle. Harriet apparut, portant un plateau de verre de jus, son uniforme impeccable et son sourire servile. « Puis-je vous servir quelque chose de rafraîchissant ?» offrit-elle, s'approchant du couple à pas feutrés. « Ah, Harriet !» s'exclama Charles en acceptant un verre. « Justement, je pensais à vous. Je ne vous ai jamais vraiment remercié de m'avoir présenté Abigail, cette amie de votre église. Qui aurait cru qu'elle m'apporterait tant de bonheur ?» La gouvernante baissa modestement la tête, un sourire calculé aux lèvres. « Monsieur, vous n'avez pas à me remercier. C'est Dieu qui vous a mis sur le chemin l'un de l'autre. Je n'ai été qu'un humble instrument, un petit Cupidon dans cette histoire d'amour. »« Quand même, » insista Charles, ému, « vous avez changé ma vie en m'apportant Abigail. Je ne l'oublierai jamais. » Le soleil avait fini de se coucher, plongeant le jardin dans des ombres allongées. Charles consulta sa montre, fronçant légèrement les sourcils. « Je dois vérifier quelques documents dans le bureau avant de me coucher, » dit-il en embrassant la main d'Abigail. Les préparatifs du mariage ne peuvent retarder les affaires. Dès que les pas de Charles s'évanouirent dans le manoir, l'atmosphère changea radicalement dans le jardin. Harriet perdit son sourire mielleux, adoptant une expression de complicité malveillante, tandis qu'Abigail laissa tomber son masque de fiancée énamourée. « Ma fille, » murmura Harriet en s'approchant d'Abigail, d'une intimité jamais montrée en public, « nous sommes si proches de mener à bien notre plan. » Ses mains ridées caressèrent le visage de sa fille avec une fierté perverse. « Demain, à la même heure, tu seras la dame de ce manoir. » Abigail rit doucement, un son dépourvu de toute joie sincère. « Et cet idiot ne se doute de rien, maman, tellement occupée par les douceurs du mariage, les détails de la fête. » Elle tourna sur elle-même, observant le jardin avec des yeux possessifs. « Bientôt, tout cela sera à nous. » 5 ans, poursuivit Harriet, sa voix chargée d'amertume et de triomphe. 5 ans à servir, à épousseter, à prétendre être une humble gouvernante. Chaque jour d'humiliation valait la peine pour te voir conquérir cet empire. Ses yeux brillaient d'une ambition à peine contenue. Et après le mariage, ajouta Abigail, marchant parmi les rosiers, je ferai en sorte que la moitié de sa fortune soit transférée à mon nom. Cet idiot d'avocat a déjà préparé tous les documents du contrat prénuptial. Les deux femmes approchèrent de la fontaine, leur rire mauvais résonnant dans la nuit comme un mauvais présage. Imagine, maman, continua Abigail, dans quelques mois, je pourrai congédier Madame Harriet, la fidèle gouvernante, avec une généreuse pension. Personne ne se doutera de rien. Un mouvement soudain derrière les hortensias attira l'attention d'Harriet. Ses yeux se plissèrent dangereusement, fixant le buisson. « Chut !» chuchota-t-elle à Abigail, levant la main en signe d'avertissement. Emma, cachée, sentit son cœur se glacer. Elle essaya de rester parfaitement immobile, mais Lucky, peut-être sentant le danger imminent, laissa échapper un faible aboiement nerveux. « Là !» s'exclama Harriet, faisant preuve d'une agilité surprenante pour son âge. Abigail contourna le buisson de l'autre côté, enfermant Emma dans sa cachette. La petite mendiante tenta de s'enfuir, mais ses jambes tremblaient trop, elle pouvait à peine tenir debout. Lucky se plaça devant elle, grondant contre les deux femmes qui s'approchaient. « Eh bien, la voix d'Harriet était aussi froide que la nuit tombante, il semble que notre petite fouineuse a découvert plus de choses qu'elle n'aurait dû. » Ses doigts se refermèrent comme des serres sur le bras d'Emma. « Cette fois, ma chère, il n'y a pas d'échappatoire. » « Qu'allons-nous faire d'elle ?» siffla Abigail, ses yeux brillants de haine. « Elle en sait trop, maintenant. Elle sait pour nous, pour le plan. » Ses doigts manucurés jouaient nerveusement avec son collier de perles. Harriet maintint une prise ferme sur le bras d'Emma, tandis que son cerveau réfléchissait rapidement. « Mon amie Virginia, » dit-elle après un instant, « celle qui vit dans la vieille maison isolée, aux limites de la ville. Elle a toujours été discrète sur nos affaires. » Emma tenta de se dégager, mais la poigne d'Harriet était aussi solide que du fer. « S'il vous plaît, » supplia-t-elle, les larmes coulant sur ses joues, « je ne dirai rien à personne. Laissez-moi et Lucky partir, c'est tout. »« Tais-toi, » grogna Abigail en approchant son visage de celui d'Emma. « Tu crois qu'on va faire confiance à une mendiante ?
Son beau visage était déformé par une cruauté froide. « Maman, il faut agir vite, Charles peut revenir à tout moment. » Avec une efficacité glaçante, Harriet commença à traîner Emma vers l'arrière du garage. Lucky tenta de défendre sa petite maîtresse, mais Abigail était déjà prête. Elle passa rapidement un collier trouvé dans le jardin autour du cou du chien, le maîtrisant. « La voiture de Virginia est garée derrière le garage », chuchota Harriet. Elle est venue plus tôt apporter les arrangements pour le mariage, toujours providentiel, n'est-ce pas? Son sourire était glacial alors qu'elle ouvrait la portière du véhicule. Après le mariage, continua-t-elle en poussant Emma à l'intérieur, quand je serai officiellement la maîtresse de cette maison, je m'occuperai de toi et de ce chien une bonne fois pour toutes. Abigail tendit Lucky à sa mère, qui le jeta sans ménagement à côté d'Emma. Une femme plus âgée, inconnue d'Emma, était déjà au volant. Ses yeux, dans le rétroviseur, ne montraient aucune compassion. « Garde-les tranquilles », ordonna Harriet à son amie, et ne les laisse s'échapper sous aucun prétexte. Demain, après la cérémonie, nous réglerons cette situation définitivement. Personne ne remarquera la disparition d'une autre mendiante des rues, ajouta Abigail avec un sourire cruel. Et pour ce qui est du chien, les accidents arrivent tous les jours, non? La voiture se mit en route, silencieuse, s'enfonçant dans la nuit, emmenant Emma et Lucky loin du manoir. Le dernier spectacle qu'Emma aperçut fut Harriet et Abigail, mère et fille, s'étreignant et riant, leurs silhouettes se détachant dans la lumière du grand hall. Au fur et à mesure que le véhicule s'enfonçait dans la nuit, Emma serra Lucky contre elle, ses larmes mouillant la fourrure du chien. Le mariage aurait lieu demain, et après, elle ne voulait pas y penser. Quelque part dans cette voiture, roulant sur des routes de plus en plus désertes, la petite mendiante cherchait désespérément un moyen de sauver non seulement sa propre vie et celle de Lucky, mais aussi celle du gentilhomme qui avait tenté de les aider. Les lumières de la ville s'estompaient, englouties par l'obscurité grandissante. La voiture suivait une route de terre, secouant violemment à chaque nid de poule. Virginia, la conductrice, gardait les yeux fixés sur la route, le visage durci par l'âge et la complicité dans tant de sombres secrets, affichant la même froideur que Harriet. Lucky restait sur le qui-vive, ses yeux intelligents passant d'Emma à la conductrice, comme s'il calculait les possibilités d'évasion. Sa fourrure était encore un peu hérissée, et un grondement sourd, constant, émanait de sa gorge, avertissant Virginia de garder ses distances. L'intérieur de la voiture sentait les fleurs fanées, restes des arrangements de mariage que Virginia avait livrés plus tôt. Un parfum qui aurait dû être doux semblait maintenant suffocant à Emma. Chaque respiration lui rappelait que le temps filait, et qu'il ne restait que quelques heures avant la cérémonie qui scellerait le sort de Charles et le sien. Les petites mains calleuses d'Emma tremblaient en caressant Lucky, cherchant du réconfort et du courage. La photographie qu'elle avait dans sa poche semblait peser une tonne. La preuve du lien entre Harriet et Abigail paraissait dérisoire face aux dangers réels qu'elles affrontaient. La voiture fit un virage serré, révélant une vieille maison mal entretenue, partiellement cachée par de grands arbres tordus. Une unique lumière jaunâtre brillait à une fenêtre, comme un œil vigilant dans les ténèbres. Virginia ralentit, les graviers crissant sous les pneus, créant un bruit menaçant. « Nous y sommes », annonça-t-elle de sa voix rauque, brisant le silence pour la première fois depuis le départ. « Inutile d'essayer de t'enfuir, fillette, il n'y a que des bois épais sur des kilomètres. » Ses yeux rencontrèrent ceux d'Emma dans le rétroviseur, froid et déterminé. « Harriet m'a parlé de tes talents pour t'échapper. » Le moteur s'arrêta, plongeant l'endroit dans un silence oppressant, seulement interrompu par les bruits de la nuit et la respiration lourde de Lucky. Emma serra Lucky encore plus fort, sentant la chaleur de son corps contre le froid de la nuit et l'effroi de la situation. La maison se dressait devant eux comme un sinistre gardien, sa fenêtre sombre observant en silence. Quelque part, dans ces murs, Emma et Lucky allaient probablement passer leurs dernières heures ensemble, tandis qu'au manoir, à des kilomètres de là, les préparatifs d'un mariage fondé sur le mensonge se poursuivraient joyeusement. « Tu sais, monsieur », poursuivit Harriet plus tard, alors qu'elle discutait avec Charles, adoptant un ton doux, plus tôt, en brossant ses cheveux, j'ai remarqué quelque chose dans son regard. Elle m'a confié qu'elle regrettait la rue, que c'était la vie qu'elle connaissait. Le mensonge s'écoulait de ses lèvres avec la facilité d'un miel empoisonné. Mais elle avait tout ici, protesta Charles, la voix lourde de tristesse. Nourriture, un toit, de la sécurité. Parfois, philosopha Harriet, d'un ton mielleux chargé de fausseté, ce n'est pas ce qu'on a, mais l'endroit où l'on se sent chez soi. Toute cette réalité, ce luxe, c'était peut-être trop effrayant pour elle, trop différent de ce qu'elle connaissait. Le millionnaire garda le silence un moment,
absorbant les mots de la gouvernante. Ses yeux balayèrent la pièce luxueuse, la voyant soudain à travers un autre prisme. Comment cela devait-il paraître à une enfant des rues? J'aurais peut-être dû être plus patient, murmura-t-il, lui laisser plus de temps pour s'adapter. Vous avez fait tout votre possible, le consola Harriet, posant une main sur son épaule. Vous avez été généreux, gentil, mais certaines personnes ne sont tout simplement pas prêtes à de tels changements. Charles se leva lentement, se dirigeant vers la fenêtre. La nuit dehors était sombre et froide, et son cœur se serrait à l'idée d'Emma et Lucky, errant peut-être à nouveau dans les rues. Après le mariage, dit-il finalement, sa voix ferme malgré la tristesse, je consacrerai du temps à les chercher. Peut-être réessaierons-nous, plus lentement cette fois. Une sage décision, monsieur, approuva Harriet, réprimant un sourire triomphant. Maintenant, pourquoi n'iriez-vous pas vous reposer? Demain sera une grande journée, et vous devez être en forme pour la cérémonie. Charles acquiesça distraitement, ses pensées toujours tournées vers la petite mendiante et son fidèle compagnon, alors qu'il montait l'escalier vers sa chambre. Il ne remarqua pas la lueur de satisfaction dans les yeux d'Harriet, ni le soupir de soulagement qu'elle laissa échapper. La gouvernante resta quelques minutes dans la pièce, savourant sa victoire. Demain, quand les cloches de l'église sonneraient, annonçant le mariage, la dernière menace pour ses plans serait écartée par Virginia, trop loin pour empêcher quoi que ce soit. « Dormez bien, monsieur », murmura-t-elle aux escaliers vides, un sourire cruel aux lèvres. « Demain, votre vie de gentil imbécile commencera, sans jamais savoir que votre petite protégée a découvert la vérité trop tard pour vous sauver. » La nuit avançait lentement dans la vieille maison en périphérie de la ville, où le silence n'était brisé que par le son étouffé de la télévision à l'étage. Virginia avait enfermé Emma et Lucky dans le sous-sol humide et faiblement éclairé. Une grande pièce remplie de vieux meubles couverts de poussière, dont les ombres sinistres dansaient sur les murs de bois. Emma gardait l'oreille collée à la porte, essayant de discerner les mouvements de leur geôlière. Les échos d'un feuilleton télévisé filtraient à travers le plancher, accompagnés de commentaires occasionnels de Virginia. La fillette remarqua que, plus la nuit avançait, plus la voix de la vieille femme semblait pâteuse de fatigue. « Il faut être très silencieux, Lucky », chuchota-t-elle en caressant la tête du chien collé à elle. L'obscurité du sous-sol était seulement percée par une petite lampe au plafond, créant un halo jaunâtre qui n'éclairait qu'un cercle restreint. L'air sentait le moisi et le bois ancien, et le froid de la nuit commençait à s'infiltrer. Les heures s'étiraient comme une éternité. Emma explora prudemment le sous-sol, ses pieds nus avançant sans bruit sur le plancher. Chaque recoin, chaque boîte, pouvait receler quelque chose d'utile à leur évasion. Ses yeux, habitués à la pénombre, examinaient méthodiquement chaque détail, tandis que ses oreilles restaient attentives aux bruits venant d'en haut. Soudain, un autre son attira son attention, un ronflement. Virginia s'était finalement endormie devant la télévision, vaincue par la fatigue et la monotonie des émissions nocturnes. Emma sentit son cœur s'emballer. C'était l'occasion qu'ils attendaient. « Maintenant, mon pote », murmura-t-elle à Lucky, qui devint aussitôt plus alerte, ses oreilles captant chaque son. « Trouvons un moyen de sortir d'ici. » Le chien agita la queue, comme s'il comprenait parfaitement l'importance du moment. À pas mesurés, Emma entreprit une fouille plus approfondie du sous-sol. Ses doigts glissaient sur les murs, cherchant une faiblesse, une sortie. C'est alors qu'elle trouva, partiellement cachée derrière une vieille bibliothèque, une corde épaisse et longue, idéale pour une évasion. La découverte de la corde lui redonna espoir, mais il fallait encore trouver un passage. Lucky, comme s'il sentait l'urgence, se mit à renifler le sol près d'un des murs. Son comportement attira l'attention d'Emma, qui s'approcha en silence. Là, dissimulée derrière une pile de vieilles boîtes, une planche de la plainte était mal fixée. Les années avaient desserré les clous, créant une ouverture, certes petite, mais qu'on pourrait élargir suffisamment pour passer. « Bon garçon », chuchota-t-elle, embrassant Lucky. « Tu sais toujours quoi faire, hein ?» Les ronflements de Virginia continuaient régulièrement à l'étage, étrange bande-son à leurs préparatifs d'évasion. Emma savait qu'elle devait agir vite. À tout moment, la vieille femme pouvait se réveiller, et sa chance serait perdue. Avec un soin méticuleux, Emma commença à travailler sur la planche desserrée. Ses doigts, calleux à force d'avoir vécu dans la rue, trouvèrent rapidement les points faibles du bois. Chaque mouvement était mesuré pour ne produire aucun bruit excessif, tandis que Lucky montait la garde, oreille aux aguets. Le vieux bois grinçait faiblement, de petites échardes se détachaient. La sueur coulait sur le front d'Emma, malgré le froid, et ses muscles lui faisaient mal de l'effort contrôlé. Un clou rouillé égratigna son bras, mais elle retint un cri,
consciente qu'un seul son pourrait tout gâcher. « Si » murmura-t-elle, tandis qu'une dernière partie de la planche cédait sous sa pression. L'ouverture était désormais assez large pour les laisser passer, bien que de justesse. Au-dessus, la télévision continuait son monologue monotone, ponctué par les ronflements de Virginia. Le vent de la nuit s'engouffrait dans le trou, apportant avec lui une odeur de liberté. Emma travailla rapidement avec la corde, l'attachant autour de sa taille et préparant l'autre extrémité pour Lucky. Ses mains tremblaient, mais ses gestes étaient précis. Dans la rue, elle avait appris qu'un mal fait pouvait signifier la différence entre la liberté et l'échec. Un craquement du sol au-dessus fit se figer les deux compagnons. Les ronflements s'étaient interrompus et le grincement d'un fauteuil indiquait un mouvement. Emma retint son souffle, le cœur menaçant d'exploser dans sa poitrine. Secondes interminables. Le silence tendu régna. Puis, lentement, les ronflements reprirent, et elles purent lâcher l'air qu'elles ne savaient même plus retenir. C'était moins une, murmura-t-elle à Lucky, qui fixait le plafond comme s'il pouvait voir à travers. Passer par l'ouverture demanda une précision délicate. D'abord Lucky, qui se contorsionna avec une agilité surprenante, puis Emma, sentant les bords rugueux du bois lui égratigner le dos. Le froid de la nuit la frappa au visage comme une gifle lorsqu'elle apparut de l'autre côté. Il se trouvait dans un étroit espace entre la maison et une vieille clôture, les ombres des arbres offrant un couvert bienvenu. Emma vérifia les nœuds de la corde, s'assurant qu'ils étaient bien en place. La liberté était à portée de main, mais un nouveau défi se posait. Dans quelle direction aller? La nuit était sombre et le temps jouait contre eux. Quelque part en ville, on préparait un mariage fondé sur le mensonge, et eux seuls pouvaient empêcher Charles de tomber dans le piège d'Harriet et Abigail. Un bruit dans la maison fit à nouveau retenir le souffle à Emma. La télévision venait d'être éteinte. C'était maintenant ou jamais. Avec le cœur battant, Emma et Lucky disparurent dans la nuit, se déplaçant dans l'ombre. Le ciel était clair, la lune croissante offrant juste assez de lumière pour éviter les obstacles. Le silence n'était rompu que par le léger bruit de leurs pas et le cliquetis occasionnel de la corde qui les reliait. La route principale s'étendait devant eux comme un ruban sombre à travers le paysage. Emma s'arrêta un instant, l'esprit en ébullition. Dans quelle direction aller? Le manoir de Charles pouvait être n'importe où, et elle n'avait pas fait attention au trajet lorsque Virginia l'avait emmenée. « S'il te plaît, mon Dieu, chuchota-t-elle, joignant les mains en une prière désespérée, aide-nous à trouver le bon chemin. Oncle Charles doit connaître la vérité avant qu'il ne soit trop tard. » Ces paroles s'envolèrent dans le vent froid de la nuit, tandis que des larmes silencieuses coulaient sur ses joues. C'est alors que Lucky se mit à se comporter différemment. Il leva le museau, reniflant l'air intensément. Ses oreilles bougeaient, écoutant des sons qu'Emma ne percevait pas. La corde se tendit lorsqu'il commença à tirer dans une direction précise. « Qu'est-ce que tu sens, Lucky ?» demanda Emma, observant le comportement inhabituel de son ami. Le chien continua à renifler, ses yeux brillant d'une détermination qu'elle reconnut. La même détermination qu'il avait montrée le jour où elle l'avait sauvé du bus. La lueur lunaire révélait un carrefour plus loin. Lucky tirait résolument vers la droite, comme s'il suivait une piste invisible. Emma hésita une seconde, mais dans la rue, elle avait appris à faire confiance aux instincts des animaux. Ils étaient souvent plus fiables que ceux des humains. « Tu sais où tu vas, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle, caressant la tête du chien. Celui-ci répondit par un battement de queue confiant et un nouveau petit coup sur la corde. Ses yeux rencontrèrent ceux d'Emma dans l'obscurité, lui communiquant une certitude qui réchauffa son cœur. D'un mouvement de tête, elle acquiesça, prenant le chemin que Lucky indiquait. Le bruit lointain d'une voiture les obligea à se cacher derrière des buissons. Emma serra Lucky, sentant sa chaleur apaisante. « Allons-y, mon grand » chuchota-t-elle dans son oreille. « Allons aider notre ami. » Ainsi, unis par la corde et un objectif commun, Emma et Lucky disparurent dans la nuit, suivant une route que seul l'instinct du chien connaissait. Quelque part devant eux se trouvait le manoir d'Orson, et avec lui la possibilité de sauver un homme bon de la destruction orchestrée par ceux en qui il avait confiance. « Tais-toi » ordonna Harriet dans un appel téléphonique ultérieur. « Ne prononce pas un mot de plus au téléphone. Cette petite fouineuse ne retrouvera jamais son chemin jusqu'en Villatan, et même si elle y parvient, qui croirait une mendiante face à la parole d'une gouvernante respectable. » Virginia, de retour chez elle, déglutit en regardant l'ouverture dans le mur où Emma et Lucky avaient disparu. « Que suis-je censé faire maintenant ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « Rien, » répondit froidement Harriet. « Absolument rien. Reste chez toi et prie pour que ton incompétence n'ait pas tout gâché. »
Sur ces mots, l'appel fut abruptement coupé. Le téléphone glissa des doigts tremblants de Virginia, tombant sur le pain émietté sur le sol. Dans le silence du sous-sol vide, elle pouvait entendre au loin les cloches de l'église commencer à sonner, annonçant le début d'un nouveau jour. Un jour qui, dans quelques heures, verrait un mariage fondé sur le mensonge. Le soleil du matin baignait l'église Notre-Dame de Guadalupe d'une lumière dorée, faisant briller les arrangements floraux blancs comme de petites étoiles terrestres. Le bâtiment centenaire, avec ses murs de pierre pâle et ses vitraux, était magnifiquement décoré pour ce qui promettait d'être le mariage de l'année. Des rubans de soie blanche serpentaient entre les bancs en bois sombre, et des chandeliers d'argent poli réfléchissaient la lumière qui entrait par les hautes fenêtres, créant une atmosphère éthérée et romantique. Harriet supervisait les préparatifs finaux avec l'efficacité implacable qui la caractérisait, bien que son esprit soit divisé entre les tâches immédiates et son inquiétude quant à l'évasion d'Emma. Ses mains expérimentées ajustaient la position des verres en cristal sur la table principale, tandis que ses yeux inquiets scrutaient constamment les environs, redoutant de voir apparaître une petite silhouette en haillons parmi les élégants convives qui commençaient à affluer. « Tout est parfait », se murmura-t-elle, ajustant nerveusement son chignon grisonnant. « Rien ne peut tourner mal maintenant. » Dehors, Emma avançait d'un pas chancelant sur la route pavée, les jambes flageolantes d'épuisement après la longue marche nocturne. Lucky, toujours attaché à elle, restait à ses côtés, offrant son soutien silencieux à chaque fois qu'elle menaçait de fléchir. Ses pieds nus étaient couverts d'échymoses, mais ses yeux brillaient de détermination. Au loin, elle aperçut les tours de l'église se découper contre le ciel du matin. « Là, Lucky, murmura-t-elle, la voix rauque de soif. Nous l'avons trouvé. Maintenant, il faut empêcher oncle Charles de faire la plus grosse erreur de sa vie. » À l'intérieur de l'église, les musiciens commençaient à accorder leurs instruments, produisant de douces notes qui se mêlaient au murmure croissant des invités. Le maître de cérémonie, un homme grand et élégant dans son costume impeccable, testa le microphone placé stratégiquement près de l'autel. Sa voix grave résonna dans l'espace sacré. « Test, test. Attention, dans 15 minutes, nous commencerons la cérémonie. Veuillez tous prendre place. » Isolée dans la salle de la mariée, Abigail admirait son reflet dans le miroir tandis que la maquilleuse donnait les dernières touches. La robe blanche, un modèle exclusif d'un célèbre créateur européen, épousait parfaitement ses courbes, la transformant en l'image même d'une mariée parfaite et passionnée. Ses doigts caressaient distraitement le bouquet de roses blanches sur ses genoux, tandis qu'un sourire satisfait effleurait ses lèvres peintes. « Après aujourd'hui, pensa-t-elle, la moitié de sa fortune sera mienne, et cette petite intruse ne pourra plus rien faire pour l'en empêcher. » Dehors, Emma avait trouvé un arbre robuste près de l'entrée latérale de l'église. De doigts tremblants, elle défit la corde qui la liait à Lucky, murmurant des mots réconfortants à son fidèle ami. « Reste là, mon ami. Il faut que j'entre seul, pour ne pas attirer l'attention. Je te promets de revenir bientôt. » Le chien s'assit docilement, ses yeux intelligents fixés sur elle, comme s'il comprenait la gravité de la situation. Charles attendait à l'autel, impeccable dans son costume italien, discutant à voix basse avec le prêtre. Ses yeux parcouraient de temps en temps l'assemblée presque complète, souriant poliment aux invités. Dans sa poche, une petite boîte de velours renfermait un collier de diamants, un cadeau surprise pour sa future épouse, qu'il prévoyait de lui offrir après la cérémonie. « Mon père, dit-il, la voix chargée d'émotions sincères, je n'aurais jamais imaginé trouver l'amour si tard dans ma vie. » Les grandes portes de l'église étaient entièrement ouvertes, laissant la lumière matinale inonder la nef. Le maître de cérémonie fit signe aux musiciens, qui commencèrent à jouer une douce mélodie romantique. Les invités se levèrent en chœur, se tournant vers l'entrée, attendant le moment où la mariée ferait son apparition triomphale. « Mesdames et messieurs, » annonça le maître de cérémonie dans le microphone, « veuillez vous lever pour accueillir la mariée. » Emma, qui était parvenue à entrer dans l'église par une porte latérale, observait cachée derrière une imposante colonne. Son cœur battait si fort qu'elle craignait qu'on ne l'entende par-dessus la musique. Ses yeux balayaient la scène, Charles à l'autel, confiant, Harriet se positionnant près de l'entrée centrale, surveillant tout. La petite mendiante savait qu'elle n'aurait qu'une seule chance de briser cette mascarade, et elle devait choisir le moment exact. Les premières notes de la marche nuptiale retentirent, et Abigail apparut à l'entrée de l'église, rayonnante dans sa robe blanche. Un murmure d'admiration parcourut l'assemblée tandis qu'elle avançait à pas mesurés dans l'allée centrale. Son sourire calculé cachait la vraie nature de ses intentions. « C'est le moment, » pensa-t-elle, « dans quelques minutes, le plan sera complet. » 10 minutes plus tard,
le prêtre entama les paroles rituelles qui devaient lancer la cérémonie. Le silence était total, seulement interrompu par la voix solennelle du prêtre et le léger clic des obturateurs des appareils photo. Emma, toujours cachée, sentit son cœur se serrer en voyant l'expression de bonheur sincère sur le visage de Charles. « Pardonne-moi, Pong, se dit-elle intérieurement, mais je ne peux pas les laisser détruire ta vie. » Le prêtre poursuivait, guidant le couple à travers les vœux nuptiaux. Abigail répondait aux questions rituelles avec une conviction si bien répétée que même les plus sceptiques auraient été trompés. Ses paroles sonnaient aussi douces que du miel empoisonné quand elle prononça son « oui », ses yeux ne brillant pas d'amour, mais de l'anticipation de sa victoire imminente. Harriet, observant de la première rangée, peinait à cacher un sourire triomphant. Ses mains serraient nerveusement le tissu de sa robe formelle, tandis que la lumière traversant les vitraux de l'église créait des motifs colorés sur les invités, encore inconscients du drame qui allait se jouer. Le maître de cérémonie avait laissé le microphone sur son support, près de la table sur le côté, toujours branché, prêt pour les moments finaux de la cérémonie. Emma remarqua ce détail avec une attention particulière. Son regard passait de l'équipement au visage radieux de Charles. Le businessman souriait, tellement heureux qu'elle hésita un instant, craignant de détruire ce moment d'allégresse. Parfois, la vérité fait mal, pensa-t-elle, mais les mensonges font encore plus de dégâts. Le moment crucial approchait. Le prêtre s'adressait maintenant à Charles, lui demandant s'il acceptait Abigail comme épouse légitime. Le sourire de l'homme d'affaires grandit, ses yeux brillants de larmes retenues, alors qu'il s'apprêtait à prononcer les mots qui scelleraient son destin. Ce fut à cet instant précis qu'Emma sut qu'elle ne pouvait plus attendre. Avec l'agilité acquise dans la rue, elle se glissa entre les colonnes, s'approchant du microphone comme une ombre. Harriet fut la première à la voir, ses yeux s'écarquillant de panique lorsqu'elle reconnut la petite silhouette efflanquée émergeant des ténèbres. La gouvernante tenta de se lever, mais ses jambes semblaient de plomb. Le temps semblait ralenti, chaque geste lourd de sens, tandis qu'Emma atteignait le microphone. « Non !» murmura Harriet, la voix presque inaudible, « ce n'est pas possible. » La voix d'Emma explosa alors dans les haut-parleurs de l'église, fracassant le silence comme un coup de tonnerre dans un ciel clair. « Non ! Cette femme est la fille de la gouvernante et elles veulent vous voler. » Le son se répercuta sur les murs de pierre, amplifié par l'acoustique parfaite de l'espace sacré. Le silence qui suivit fut assourdissant, comme si tout l'air avait été aspiré d'un coup hors de l'église. La réaction des invités fut immédiate et chaotique. Les convives se retournèrent, certains se levant pour mieux voir la source de cette interruption dramatique. Abigail pâlit comme un linceul, ses mains agrippant le bouquet avec une telle force que des pétales de rose tombèrent sur le tapis rouge. Harriet, comme frappée physiquement, recula, heurtant un plateau de flûte de champagne préparé pour le toast, les verres se fracassant sur le marbre, résonnant comme le prélude de la catastrophe en cours. Charles resta immobile quelques secondes, le visage figé dans une expression de confusion qui se mua lentement en horreur. Ses yeux passèrent d'Abigail à Harriet, puis à Emma, comme s'il tentait de reconstituer un puzzle dont les pièces révélaient soudain une image totalement différente de celle qu'il avait imaginée. « Qu'est-ce que tu racontes ?» finit-il par articuler, la voix tremblante d'un mélange d'incrédulité et de peur. Le visage d'Abigail passa du choc à une tentative désespérée de reprendre le contrôle. « Charles, mon amour, » commença-t-elle, sa voix désormais soyeuse mais teintée de panique à peine dissimulée, « n'écoute pas cette fille, elle est clairement perturbée, elle invente des histoires absurdes. » Ces mots furent interrompus par le bruit sourd d'Harriet s'effondrant au sol. Le choc de l'accusation avait été trop fort, sa culpabilité scellée de manière plus efficace que n'importe quelle confession. Emma, serrant toujours le microphone, sentit son cœur battre comme un tambour dans sa poitrine. À l'extérieur de l'église, elle pouvait entendre les aboiements alarmés de Lucky, comme si son fidèle ami sentait la tension qui régnait à l'intérieur. « Oncle, » reprit-elle, sa voix plus douce mais toujours amplifiée par les haut-parleurs, « elles avaient tout planifié. Harriet ne t'a pas présenté une amie d'église, elle t'a présenté sa propre fille. Je les ai entendues parler de comment elles allaient te prendre ton argent après le mariage. » Un murmure de stupéfaction parcourut les invités, transformant l'atmosphère solennelle de la cérémonie en quelque chose qui ressemblait davantage à une foire scandaleuse. Le prêtre, complètement déconcerté, serrait sa Bible contre sa poitrine, comme si elle pouvait le protéger du chaos grandissant. « Mes frères, » tenta-t-il, la voix se perdant dans le tumulte, « restons calmes. » Ces paroles furent coupées par le bruit de Charles s'effondrant à genoux devant l'autel, ses jambes cédant sous le poids de la révélation. Des larmes coulèrent librement sur son visage. Les années de confiance, d'amour,
de rêve d'une nouvelle vie, tout s'écroulait en quelques instants. « Comment ai-je pu être aussi aveugle » murmura-t-il, davantage pour lui-même que pour l'assemblée. Abigail, voyant ses plans s'écrouler, tenta un dernier geste désespéré. Elle s'approcha de Charles, toujours agenouillé, tendant les mains en un geste de supplication. « Mon amour, laisse-moi t'expliquer » implora-t-elle, sa voix tremblant d'une émotion qui pouvait passer pour sincère. « Ce n'est pas ce que tu crois, tu ne comprends pas. » Mais quelque chose dans son ton, cette fausseté autrefois imperceptible, sonnait maintenant comme une alarme stridente aux oreilles de Charles. Harriet, aidée par quelques invités, reprenait conscience, et dans le regard qu'elle échangea avec sa fille, un aveu silencieux de défaite passa. Toutes leurs années de planification, de fausses humilités, de manipulation soigneuse de la confiance de Charles s'étaient brisées sous la courageuse intervention d'une petite mendiante. À l'extérieur, les aboiements de Lucky s'étaient transformés en hurlements de joie, comme s'ils sentaient que leur mission était accomplie. Charles se releva lentement, tout son corps tremblant d'un mélange de douleur et de fureur. Ses yeux, auparavant pleins d'amour, brûlaient d'une colère froide qui fit reculer Abigail d'un pas involontaire. « Comment n'ai-je pas pu le voir ?» Sa voix commença basse, puis monta en puissance. « Comment n'ai-je pas pu voir que ce n'était qu'une mascarade ? L'ami d'église, la coïncidence de nos rencontres, tout planifié par vous deux. » La fin de sa phrase fut presque un cri, faisant vibrer les vitraux de l'église. Les invités observaient la scène dans un silence de mort, tels des spectateurs d'une tragédie grecque. Le prêtre s'était discrètement retiré dans un coin, priant en silence pour une guidance divine dans cette situation inédite. Emma resta près du microphone, sa petite silhouette semblant soudain dégager une force plus grande que son âge. Comme si le fait d'exposer la vérité l'avait transformée. « Vous aviez tout planifié depuis le début », continua Charles, maintenant s'adressant à Harriet, qui se tenait à peine debout en s'appuyant contre une colonne. « Vous êtes entrée dans ma maison, avez gagné ma confiance, tout cela pour préparer le terrain pour votre fille. Combien d'autres familles avez-vous trompé ainsi ?» La gouvernante baissa la tête, son silence révélant plus que n'importe quel aveu. D'un pas ferme, Charles s'approcha du microphone, se plaçant aux côtés d'Emma. Son visage avait pris une expression de détermination glacée, celle que ses partenaires d'affaires connaissaient, celle qui précédait les décisions irrévocables. Posant une main protectrice sur l'épaule de la petite mendiante, il s'adressa à l'assemblée, « Je vous prie de m'excuser pour ce spectacle lamentable, mais je vous remercie d'être témoin du véritable caractère de ces deux femmes. » Il se tourna vers Abigail et Harriet, sa voix prenant un ton qui ne laissait aucune place à la négociation. « Vous avez exactement 10 minutes pour disparaître de ma vue et de ma vie. Si vous n'avez pas disparu au terme de ce délai, ou si vous osez jamais réapparaître, je jure que j'utiliserai chaque centime de ma fortune, chaque connexion que j'ai, pour m'assurer que la pire prison des États-Unis devienne votre nouveau foyer. » Abigail, toujours dans sa robe de mariée tachée, saisit le bras de sa mère. Des larmes de rage et de frustration ruinaient son maquillage. « Partons, maman » murmura-t-elle, les lèvres tremblantes. « C'est fini. » Les deux femmes commencèrent à s'éloigner, se dirigeant vers la sortie latérale, suivies par les regards accusateurs des invités. Le son des talons d'Abigail sur le marbre résonnait comme le requiem de ses rêves brisés de richesse. Emma les regarda partir, un mélange de soulagement et de tristesse. Malgré tout, voir la douleur sur le visage de Charles lui serrait le cœur. Mais lorsque ce dernier se tourna vers elle, un doux sourire apparut sur ses lèvres. Ce n'était plus le sourire innocent et confiant d'autrefois, mais un sourire nouveau, marqué par l'expérience et la gratitude. « Emma, dit-il, la voix étranglée par l'émotion, toi et Lucky avez sauvé bien plus que ma fortune aujourd'hui. Vous avez sauvé ma dignité, ma vie. » Dehors, les aboiements de Lucky avaient laissé place à des hurlements de joie, comme s'ils célébraient l'accomplissement de leur mission. Le soleil du matin inondait maintenant les vitraux de l'église, créant un kaléidoscope de couleurs dans le cœur vide. Les invités commencèrent à se disperser, murmurant entre eux l'extraordinaire événement auquel ils venaient d'assister. Charles détacha son nœud papillon d'un geste las, le laissant tomber sur l'autel, symbole final du mariage avorté. Son regard rencontra celui d'Emma, et un accord silencieux passa entre eux. La rue avait appris à la petite mendiante que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, était toujours la bonne voie. Ironiquement, cette même fillette qu'il avait voulu sauver était devenue son sauveur. 6 mois s'écoulèrent depuis ce matin fatidique à l'église. Le manoir d'Orson, autrefois lieu de secrets et de mensonges, débordait maintenant du rire d'enfants et d'aboiements joyeux. Le bureau de Charles, jadis un refuge solitaire, arborait désormais de nouveaux décors. Des dessins colorés d'Emma tapissaient un mur,
tandis qu'un panier moelleux pour Lucky occupait un coin stratégique près de son bureau. C'est incroyable, songeait souvent Charles. Comme la vie peut changer si radicalement en si peu de temps. La transformation d'Emma était remarquable. La fillette maigrichonne et méfiante de la rue était devenue une enfant en bonne santé et vive, au visage rosé et aux yeux pétillants de bonheur. Ses vêtements étaient élégants mais confortables, choisis avec soin, car elle pouvait désormais se permettre le luxe d'avoir des préférences. Chaque matin, elle dévalait l'escalier du manoir, son sac d'école sur le dos, impatiente de commencer une nouvelle journée dans l'établissement privé où Charles l'avait inscrite. « Oncle !» criait-elle depuis la porte d'entrée. « Aujourd'hui, je présente mon projet de science, tu verras, ce sera le meilleur de la classe. » Lucky, lui aussi, avait connu une impressionnante métamorphose. Sa fourrure autrefois terne et emmêlée brillait maintenant comme de la soie dorée, grâce à des séances régulières dans le salon de toilettage le plus réputé de la ville. Le vétérinaire s'émerveillait de son intelligence, mentionnant combien il était rare de voir un chien errant s'adapter si bien à la vie domestique. Les cours d'obéissance n'avaient fait que perfectionner sa nature protectrice, et il exécutait désormais chaque commande avec une précision impressionnante. Ce chien n'avait pas à apprendre la loyauté, il était né avec, avait un jour commenté le dresseur. Les matinées au manoir suivaient une nouvelle routine, empreinte de l'affection de ceux qui bâtissaient une véritable famille. Charles, qui autrefois déjeunait seul en lisant des rapports financiers, écoutait désormais avec délice les anecdotes d'Emma sur ses cours et ses amis. Lucky, toujours vigilant, reposait au pied de la table, recevant parfois des friandises affectueuses de l'un ou de l'autre. « Parle-moi encore de ce projet scientifique », encourageait Charles en oubliant son journal, le café refroidissant à côté. La chambre d'amis, autrefois prison improvisée, avait été entièrement rénovée pour Emma. Les murs, peints dans des teintes douces de bleu et de vert, étaient garnis d'étagères remplies de livres, une passion qu'Emma avait découverte dès qu'elle eut appris à lire correctement. Un bureau moderne occupait un coin de la pièce, où elle passait des heures à étudier et à dessiner, Lucky fidèlement allongé à ses pieds. « Tu sais, oncle, commenta-t-elle un soir, parfois j'ai peur de me réveiller et de découvrir que tout cela n'était qu'un rêve. » La bibliothèque du manoir, autrefois sous-utilisée, était devenue le lieu d'étude favori d'Emma. Charles avait engagé les meilleurs professeurs particuliers pour l'aider à rattraper les années de scolarité perdues, et la fillette se montrait extraordinairement studieuse. Ses notes ne cessaient d'augmenter, au grand orgueil de son père adoptif. « Je veux devenir docteur quand je serai grande », annonça-t-elle un après-midi, entourée de livres de sciences. « Je veux aider d'autres enfants qui n'ont pas eu la même chance que moi. » Le personnel du manoir, initialement réticent au changement, avait fini par succomber au charme naturel d'Emma et à la loyauté de Lucky. La nouvelle gouvernante, une femme nommée Carmen, préparait avec joie les plats préférés de la fillette et gardait toujours quelques friandises de côté pour le chien. Cette maison avait besoin d'une âme, confia un jour Carmen à Charles. Et ces deux-là l'ont ramené. Le jardin du manoir, autrefois purement décoratif, était devenu un terrain de jeu naturel pour Emma et Lucky. Charles avait fait installer des balançoires et une cabane dans les arbres, et il n'était pas rare de le voir les rejoindre le week-end, abandonnant son costume impeccable pour une tenue plus décontractée. La vie est trop courte pour perdre ces moments, songea-t-il, regardant Emma apprendre de nouveaux tours à Lucky. La sécurité du manoir avait également été renforcée, non par peur, mais par amour préventif. Des caméras modernes et des détecteurs de mouvement garantissaient la tranquillité de la demeure, tandis que Lucky maintenait sa vigilance naturelle, toujours prêt à repérer la moindre anomalie. Son aboiement caractéristique était devenu un son réconfortant, un rappel constant de sa protection. « C'est toujours le même chien courageux que j'ai rencontré dans la rue », disait Emma avec fierté. Mais maintenant, il est plus propre et plus fort. Les soirées au manoir se terminaient par un rituel spécial. Charles s'assurait toujours de lire une histoire à Emma avant qu'elle ne s'endorme, tandis que Lucky s'installait au pied du lit, attentif à chaque mot. « Demain, tu me raconteras une autre histoire de tes aventures dans la rue, demandait-elle, les yeux mi-clos, mais seulement les histoires joyeuses, ajoutait-elle vite, parce que maintenant, notre vie n'est faite que de joie. Les week-ends étaient devenus des moments magiques de cohésion familiale. Un samedi matin en particulier, Charles observa avec fierté Emma présenter son dernier spectacle de talent dans le jardin. La fillette avait organisé une petite représentation où elle et Lucky démontraient tous les tours appris ensemble. Le chien exécutait chaque commande avec une précision impeccable, s'asseoir, se coucher, faire le mort, tourner en rond, danser sur ses pattes arrière. « Tu as vu ça, oncle » s'exclama-t-elle, rayonnante.
Le maître a dit qu'il n'avait jamais vu un chien apprendre si vite. Les progrès académiques d'Emma surprenaient tous ses professeurs. En seulement 6 mois, elle avait non seulement rattrapé son niveau de classe, mais commençait à exceller dans plusieurs matières. Sa soif de savoir semblait insatiable. Charles la trouvait souvent éveillée tard la nuit, lisant à la lueur d'une lampe, tandis que Lucky montait la garde, fidèle. « Juste un chapitre de plus », demandait-elle toujours quand Charles venait rappeler l'heure du coucher. « Cette histoire est aussi passionnante que celle que tu me racontes. » La relation entre Emma et Lucky, bien que forte dès le premier jour, avait évolué vers quelque chose de plus profond. Le chien, autrefois un simple survivant de la rue, était devenu le compagnon indispensable de la fillette. Il restait protecteur, mais affichait une douceur surprenante envers les autres enfants que l'on invitait maintenant à venir jouer au manoir. Pour la première fois, Emma avait de vrais amis qu'elle pouvait recevoir chez elle. « Il sait qu'on est en sécurité ici », expliquait Emma à ses camarades, tandis que Lucky se laissait caresser docilement. Mais c'est toujours le meilleur garde du corps du monde. Charles avait transformé une pièce inoccupée du manoir en une salle d'études spéciale pour Emma. Les murs étaient couverts de cartes du monde et de tableaux éducatifs. Une télévision connectée à Internet permettait des cours en ligne, et une table de laboratoire accueillait ses expériences scientifiques. « Quand tu seras diplômé en médecine, » plaisantait Charles, « il faudra construire un hôpital entier rien que pour tes expériences. » Les repas en famille étaient devenus sacrés, des moments de partage et de joie. Carmen, la gouvernante, se surpassait pour préparer des plats à la fois nutritifs et délicieux, tenant compte des goûts que la fillette découvrait chaque jour. Même Lucky avait son coin dans la salle à manger, avec une gamelle d'eau fraîche et de la nourriture premium toujours disponible. « Je n'aurais jamais cru avoir une vraie famille un jour », confia Emma un soir, pendant le dîner, faisant monter les larmes aux yeux de Charles. Les cauchemars de la vie dans la rue, qui troublaient initialement le sommeil d'Emma, s'estompèrent peu à peu, remplacés par des rêves colorés de son avenir radieux. Les rares nuits où elle se réveillait encore effrayée, elle trouvait immédiatement la chaleur apaisante de la fourrure de Lucky et la présence constante de Charles, qui arrivait toujours en quelques secondes, comme s'il avait un 6e sens de ses besoins. « Nous sommes là pour toi », murmurait-il en la serrant dans ses bras. « Nous serons toujours là. » L'anniversaire d'Emma approchait, et Charles préparait une surprise spéciale. En secret, il avait entamé les démarches d'adoption officielle, réunissant tous les documents nécessaires pour qu'elle devienne légalement sa fille. La petite boîte contenant les papiers attendait dans son bureau, prête pour le moment parfait. Bientôt, nous serons une famille non seulement dans nos cœurs, mais aussi sur le papier, pensa-t-il, imaginant la joie dans les yeux de sa future fille. Lucky avait aussi ses propres réussites à célébrer. Le vétérinaire, lors de la dernière visite, avait félicité Charles sur la santé exceptionnelle du chien et sur son incroyable transformation. Son histoire, celle d'un errant devenu un compagnon exemplaire, était utilisée comme exemple de réussite au sein de la clinique. Les cours d'obéissance s'étaient transformés en un entraînement avancé, et Lucky participait même à des démonstrations spéciales pour d'autres dresseurs, montrant comment un chien sauvé peut devenir un ami inestimable. « Il est né pour être spécial », avait déclaré le dresseur. Il avait juste besoin d'une chance pour briller. Les dimanches après-midi étaient devenus des moments de balade au parc, où Emma et Lucky pouvaient courir librement sur l'herbe, tandis que Charles les observait, un sourire aux lèvres. L'homme d'affaires avait appris à se détendre, à apprécier les petits moments de bonheur qu'il avait négligés en étant trop concentré sur son travail auparavant. Parfois, les meilleurs investissements qu'on fait ne se mesurent pas en argent, réfléchissait-il, regardant Emma et Lucky jouer. La bibliothèque du manoir restait le refuge préféré d'Emma pour étudier, mais à présent, les vieilles étagères abritaient une collection grandissante de livres pour enfants et adolescents. Charles avait engagé une bibliothécaire privée pour organiser la collection et aider Emma dans ses recherches scolaires. Un jour, la fillette déclara, en rangeant ses livres préférés. « Un jour, j'écrirai ma propre histoire, et elle aura une fin heureuse, comme la nôtre. » Le grand jour arriva enfin. Le manoir était décoré de ballons colorés et de rubans, et un gâteau majestueux trônait au centre de la table principale. C'était le premier anniversaire d'Emma depuis son arrivée, et Charles avait préparé une fête spéciale. Le jardin était rempli d'enfants, des camarades de classe qui étaient devenus de vrais amis, tandis que Lucky circulait parmi eux tel un hôte attentif, recevant des caresses et distribuant des léchouilles affectueuses. « Je n'aurais jamais imaginé avoir une fête comme celle-ci », chuchota Emma à son fidèle ami, ajustant le nœud bleu qu'il portait pour l'occasion. Avant de couper le gâteau, Charles demanda l'attention de tous. «
Son cœur battait fort tandis qu'il tenait la petite boîte dont il gardait le secret depuis des semaines. Emma le regarda, les yeux brillants d'expectative. Avec un sourire ému, il s'agenouilla devant elle, ouvrant la boîte pour révéler les papiers d'adoption finalisés. « Emma, dit-il, la voix légèrement tremblante, me ferais-tu l'honneur de devenir officiellement ma fille ?» La joie qui suivit fut indescriptible. Emma se jeta dans ses bras, des larmes de bonheur inondant son visage, tandis que Lucky tournait autour d'eux, aboyant gaiement, comprenant parfaitement l'importance de cet instant. Les mois suivants apportèrent encore plus de changements positifs. Emma, désormais officiellement Emma Dorson, continuait d'exceller dans ses études. Son dernier bulletin était une source de fierté particulière, avec des notes maximales dans toutes les matières et un commentaire spécial de son professeur sur son projet de science explorant des moyens d'aider les animaux errants. « Tu crois que, quand je deviendrai docteur, demanda-t-elle un soir, je pourrai avoir une clinique qui soigne à la fois les gens et les animaux ?» Charles sourit, reconnaissant en elle la même détermination qui l'avait menée à la réussite. « Bien sûr, ma chérie. Tu peux être tout ce que tu veux. » Lucky avait aussi ses moments de gloire. Le chien, autrefois errant, était maintenant une présence constante lors d'événements caritatifs, où son histoire inspirait d'autres à adopter des animaux abandonnés. Son comportement exemplaire et son lien spécial avec Emma étaient une preuve vivante que l'amour et la confiance pouvaient transformer des vies. Lors d'une de ces occasions, une vieille dame s'approcha de Charles, les larmes aux yeux. « Votre famille est la preuve que les plus grands trésors de la vie se trouvent parfois dans les endroits les plus inattendus, déclara-t-elle. Les soirées au manoir avaient désormais une nouvelle tradition. Après le dîner, Emma, Charles et Lucky se retrouvaient dans la bibliothèque, partageant des histoires et des rêves. La fillette avait commencé à écrire son propre livre, relatant ses aventures de la rue à sa nouvelle vie, afin qu'autres enfants sachent qu'il y a toujours de l'espoir, même dans les moments les plus sombres. « Je veux que d'autres enfants comprennent, » expliqua-t-elle en montrant à son père les premiers chapitres, qu'il y a toujours de l'espoir, peu importe à quel point la vie semble difficile. Le succès professionnel de Charles se poursuivait, mais maintenant, il avait un but plus grand. Il avait créé une fondation au nom d'Emma, dédiée à aider les enfants des rues et les animaux abandonnés. Le projet pilote était déjà lancé, offrant abri, éducation et soins vétérinaires gratuits. « Tu n'as pas seulement sauvé ma vie, » confia-t-il à sa fille lors de l'inauguration du premier refuge, « tu m'as appris le véritable sens du mot famille. » Les week-ends au manoir étaient devenus de véritables sources de joie. Le jardin, toujours impeccablement entretenu, comportait désormais un espace spécial où Lucky entraînait d'autres chiens sauvés, les aidant à s'adapter à leur nouvelle vie. Emma observait fièrement ces séances d'entraînement, prenant des notes dans son carnet sur le comportement de chaque animal. « Chaque chien a sa propre histoire, » expliquait-elle aux visiteurs, tout comme chaque personne a la sienne. La chambre d'Emma évoluait avec elle. Les murs affichaient désormais non seulement ses dessins, mais aussi des médailles et certificats obtenus à l'école, des trophées de concours de sciences. Près de son lit, une photo encadrée montrait le moment précis où Charles l'avait étreinte après avoir signé les papiers d'adoption. Lucky figurait aussi sur la photo, son museau posé affectueusement sur l'épaule d'Emma. « Nous sommes une vraie famille », disait-elle chaque fois qu'elle regardait la photo. Le temps passait, mais certaines choses restaient constantes. L'amour inconditionnel entre père et fille, la loyauté inébranlable de Lucky, et la certitude que les plus grands miracles de la vie se produisent quand on ouvre son cœur à l'inattendu. Le manoir d'Orson, autrefois un lieu de solitude et de secret, s'était transformé en un véritable foyer, rempli de rires, d'aboiements joyeux et d'amour sincère. « Tu sais, papa, » dit un soir Emma alors que tous trois admiraient les étoiles dans le jardin, « parfois, les fins heureuses ne sont que le début d'une histoire encore plus belle. » Un matin particulièrement spécial, Charles observa depuis la véranda Emma jouer avec Lucky dans le jardin. Le soleil caressait doucement leurs silhouettes, créant une scène digne d'un rêve. Son cœur débordait de gratitude en pensant à la façon dont sa vie avait totalement changé, grâce au courage d'une petite mendiante et à son fidèle compagnon à quatre pattes. La vie, pensa-t-il avec un sourire, a des manières mystérieuses de nous montrer le chemin du véritable bonheur. Le soleil impitoyable des États-Unis frappait un petit chenil en périphérie de la ville, où Abigail et Harriet passaient désormais leur journée. Le contraste ne pouvait être plus grand, des porcelaines fines et des tapis persans du manoir d'Orson, elles étaient passées au sol en béton dur et aux barreaux rouillés. Le scandale du mariage avorté s'était répandu comme une traînée de poudre dans la ville. Leurs photos, affichées dans les journaux et les magazines, les avaient transformés instantanément en parias social.
Encore une lettre de refus, grommela Abigail, froissant la lettre dans ses mains calleuses. Ça fait la 12e ce mois-ci. Le chenil était un complexe simple et mal entretenu, une longue rangée de cages individuelles abritant des dizaines de chiens. L'odeur forte de désinfectant bon marché mêlée à d'autres odeurs moins agréables imprégnait l'air, faisant froncer le nez d'Harriet, un geste qu'elle conservait de ses jours de gouvernante distinguée. Leurs vêtements, autrefois impeccables, cousus dans de riches étoffes, étaient maintenant réduits à des uniformes ternes et tachés. « Je n'aurais jamais pensé qu'on finirait comme ça », soupira Harriet, observant ses ongles cassés en poussant une pelle sale. De gouvernante du manoir le plus luxueux de la ville à ça. Le propriétaire du chenil, dont Manuel, un homme trapu et de mauvaise humeur, semblait prendre un plaisir particulier à humilier ses nouvelles employées. Il connaissait leur histoire, comme toute la ville, mais prétendait croire à leurs mensonges, selon lequel elles étaient simplement deux femmes cherchant un travail honnête. Sa voix bourrue résonnait plusieurs fois par jour dans les lieux, chargée d'ordres secs et de critiques impatientes. « Vous deux !» cria-t-il ce matin-là, « le chenil numéro 5 est dégoûtant, retournez le nettoyer ou je vous coupe sur la paix. » Les chiens semblaient avoir un sixième sens pour reconnaître la fausseté des deux femmes. Chaque fois qu'Abigail ou Harriet approchaient des cages, elles étaient accueillies par des grognements et des aboiements hostiles. Un berger allemand particulièrement robuste avait l'habitude de secouer sa gamelle d'eau et de nourriture pour éclabousser Abigail chaque fois qu'elle essayait de nettoyer son espace, comme s'il savait comment la provoquer. « Ces sales bêtes !» siffla Abigail, les dents serrées. « On dirait qu'elles le font exprès. » Les nuits n'apportaient aucun répit. Elle vivait maintenant dans une petite chambre à l'arrière du chenil, un espace exigu avec 2 lits étroits et une minuscule salle de bain à peine fonctionnelle. Les aboiements constants des chiens formaient une symphonie torturante, empêchant tout sommeil réparateur. Harriet se réveillait souvent en sursaut, rêvant des jours glorieux au manoir d'Orson. « Ma chérie, murmurait-elle dans le noir, où avons-nous mal tourné ?» La nouvelle de l'escroquerie ratée s'était répandue bien au-delà de la ville, atteignant tous les recoins du pays. Des journalistes d'investigation avaient mis au jour d'autres affaires similaires dans leur passé, bien que jamais aussi ambitieuses que la tentative avec Charles. Leurs photos de mariage, Abigail en robe de mariée et Harriet en gouvernante, étaient devenues des symboles dont on se moquait dans les colonnes mondaines, un exemple à ne pas suivre. « Regarde ça », dit un jour Abigail, parcourant un vieux journal pendant sa pause déjeuner. « Il parle encore de nous. Les arnaqueuses du mariage, un avertissement à la société. » Le travail au chenil était exténuant, interminable. À peine avait-elle fini de nettoyer une rangée de cages que les chiens salissaient à nouveau la première. Le soleil de plomb transformait le lieu en fournaise le jour, et la structure précaire ne les protégeait guère de la pluie la nuit. Don Manuel se faisait un plaisir de leur rappeler qu'elles étaient chanceuses d'avoir même décroché ce travail, personne d'autre n'embaucherait 2 escrocs connus, répétait-il avec un sourire mauvais. Tentative de trouver du travail ailleurs ? Échec total. Leurs noms étaient si ternis que même dans les villes voisines, on les reconnaissait. Abigail avait décroché un entretien dans un grand magasin, mais une simple recherche sur Internet avait suffi au gérant pour la renvoyer avec des regards méprisants. C'est comme si on était marqué au fer rouge, se lamentait Abigail, frottant une tache particulièrement tenace sur le sol du chenil. Condamné à cet enfer pour toujours. Les week-ends, autrefois réservés aux événements mondains et au shopping dans les boutiques exclusives, étaient maintenant remplis de tâches plus dégradantes encore. Don Manuel gardait les corvées les plus ingrates pour le samedi et le dimanche. Nettoyer les cages des chiens les plus agressifs ou déboucher les canalisations obstruées de poils. Pour que vous n'oubliez pas votre place, disait-il avec un plaisir évident. Ici, pas de dorure de manoir. L'argent qu'elles gagnaient à peine couvrait leurs besoins de base. Le salaire minimum, en plus d'être réduit par le loyer exorbitant de la petite chambre à l'arrière du chenil, les laissait sans le sou. Les quelques bijoux et vêtements de valeur qu'elles avaient gardés du manoir avaient été vendus un à un pour payer des médicaments ou de la nourriture. Chaque pièce vendue arrachait un PAN de leur ancien rêve. Abigail trouva un jour Harriet en pleurs, serrant dans sa main la dernière paire de boucles d'oreilles en or. « Tu te souviens quand tu me les as offertes pour mes 15 ans ?» sanglotait Harriet. Maintenant, on ne peut même plus les garder. Le lendemain, les boucles d'oreilles furent vendues pour payer une facture de pharmacie en retard. Les chiens du chenil semblaient avoir développé un plaisir particulier à les tourmenter. C'était comme si chaque animal avait hérité d'un fragment de l'esprit de Lucky, celui qui avait aidé à déjouer leur plan. Un jour, tandis qu'Harriet tentait de nourrir une portée de chiots, tous refusèrent de manger, préférant gronder et s'éloigner d'elle. Don Manuel, observant la scène, ne manqua pas l'occasion. «
Même les bâtards ont plus de classe que vous deux réunis. L'ironie de leur situation ne leur échappait pas. Elle qui avait rêvé de luxe grâce au mariage avec Charles dépendait désormais de la générosité de don Manuel pour avoir un toit, même si c'était une chambre minuscule derrière un chenil. Elle qui avait méprisé les faibles se trouvait en bas de l'échelle sociale, au service d'animaux qu'elles avaient cherché à exploiter. « Tu sais ce qu'il y a de pire, maman ?» murmura Abigail un soir, la voix étranglée, « c'est de savoir qu'on mérite chaque seconde de ce qui nous arrive. » Le destin semblait avoir un sens de l'humour particulièrement cruel. Dans la salle du personnel du chenil, une petite radio diffusait parfois des informations sur Charles d'Orson et sa nouvelle famille heureuse, sa fille adoptive Emma et le loyal Lucky. Chaque mention était comme un coup de poignard dans le cœur d'Harriet et d'Abigail, un rappel constant de ce qu'elles avaient perdu par leur propre cupidité. « Éteins ça !» cria Harriet un jour, ne supportant plus d'entendre parler d'une nouvelle action caritative de la Fondation d'Orson. « Les chiens ne nous tourmentent pas assez ? Faut-il encore écouter parler de cette maudite gamine ?» Les mois s'écoulèrent au chenil comme une peine perpétuelle. Un après-midi particulièrement pénible, Abigail, agenouillée pour récurer une zone particulièrement sale, entendit le bruit familier d'un moteur de voiture de luxe se garer dehors. Son cœur manqua un battement. La voiture ressemblait à celle de Charles, et l'espace d'une seconde, elle imagina qu'il venait la chercher, que tout n'était qu'un cauchemar. Ce n'était qu'un riche client cherchant un chien de race. L'homme passa devant elle sans même la remarquer, comme si elle n'était qu'un objet dans ce décor misérable. Les années de dur labeur et de nuits blanches à cause des aboiements incessants accélérèrent le déclin physique d'Harriet. Ses mains, autrefois protégées par des gants de soie, étaient maintenant calleuses, marquées de petites coupures qui ne cicatrisaient jamais vraiment. Sa démarche était voûtée, son visage creusé par des rides profondes, témoin de l'inquiétude et du remords. « Abigail » l'appelait-elle un jour, la voix faible, tandis qu'elle essayait de calmer un berger allemand agité. « Parfois, je pense que cette petite mendiante nous a jeté une malédiction. » Les autres employés du chenil, tous au courant de leur histoire, gardaient leur distance, affichant clairement leur mépris. Personne ne s'asseyait près d'elle dans la petite salle du personnel. Les conversations s'arrêtaient quand elles approchaient, et des ricanements à peine dissimulés les suivaient dans le couloir. « Regardez les princesses du chenil », chuchotait-il, assez fort pour être entendu. De la robe de mariée à l'uniforme sale taché de crottes de chien. Don Manuel s'assurait toujours de leur confier les tâches les plus dégradantes. Un jour, après un incident avec un gros chien, il apparut avec un sourire sarcastique. « Nous avons un cas spécial aujourd'hui », annonça-t-il, pointant une cage isolée, un chien plus agressif, qui a besoin d'un bain médicamenteux et de quelqu'un pour nettoyer ses plaies. Nos anciennes madames feront parfaitement l'affaire. Les regards d'horreur qu'échangèrent Harriet et Abigail ne firent qu'augmenter la satisfaction de Don Manuel. Les nuits dans la petite chambre arrière étaient remplies de reproches mutuels et de regrets amers. « Si tu n'avais pas insisté pour ce plan absurde, » accusait Harriet une nuit, la voix vibrante de rage contenue, « si nous avions été plus patientes, choisis une autre cible. » Abigail coupait court à ces discussions avec un regard glacé, mais ses propres larmes, dans les heures sombres du matin, trahissaient son désespoir. La notoriété de leur scandale les suivait partout. Un jour, pendant une rare journée de congé, elles essayèrent d'acheter quelques articles au petit marché local. Le propriétaire, les reconnaissant, les suivit dans chaque rayon, comme si elles étaient des voleuses potentielles. « Nous ne vendons contre espèce qu'à un certain type de client », grogna-t-il à la caisse, inspectant chaque billet avec suspicion. Les tentatives d'Abigail de conserver un semblant de dignité échouaient toujours, brisées par la réalité cruelle de leur nouvelle vie. Ses cheveux, autrefois teints avec soin, montraient leurs racines grises et desséchées. Le vernis à ongles était depuis longtemps parti, révélant des doigts tachés et calleux par le dur labeur. « Je ressemble à une vieille femme », murmura-t-elle un soir, observant son reflet dans le miroir fissuré de la petite salle de bain. Une vieille femme usée, avant l'heure. Le comportement des chiens empirait. Les animaux semblaient percevoir la rancéure et l'amertume émanant des deux femmes. Un jour, tandis qu'Harriet tentait de nourrir une nichée de chiots, ils refusèrent de s'approcher, préférant grogner et se tenir à distance. Don Manuel, assisté par les autres employés, éclata de rire. « Même les bâtards vous méprisent. » L'avenir, autrefois si prometteur, s'étirait devant elle comme une route sans fin de misère et de regrets. Pas de changement à l'horizon, pas d'espoir de rédemption. Chaque jour répétait le précédent, se lever avant l'aube, nettoyer les chenils, nourrir les chiens, endurer les humiliations, dormir épuisé, et recommencer. C'est notre prison perpétuelle,
pensa Abigail une nuit, observant la lune à travers la petite fenêtre de la chambre, et nous avons forgé les barreaux nous-mêmes. La vie était devenue une leçon amère sur les conséquences de la cupidité et du mensonge. Les deux femmes qui avaient rêvé de conquérir la haute société mexicaine se retrouvaient tout en bas, s'occupant de ceux qu'elles avaient autrefois dédaignés. Le bruit des aboiements, l'odeur persistante, le travail harassant et les humiliations quotidiennes constituaient leur punition, un rappel permanent de la manière dont leur grand projet avait abouti à leur propre chute. Don Manuel ne manquait jamais une occasion de le leur rappeler. « Vous savez pourquoi je vous garde ici, toutes les deux ?» demanda-t-il un jour, un sourire mauvais sur le visage. « Parce que vous voir nettoyer après mes chiens est la meilleure preuve que la justice divine existe. Chaque jour que vous passez ici est un jour de vengeance pour toutes les personnes que vous avez trompées. » Harriet et Abigail ne pouvaient que baisser la tête, sachant qu'il avait raison. C'était désormais leur sort, leur châtiment pour toute la cruauté qu'elles avaient planifiée et exécutée au fil des ans. L'ironie finale de leur destin était que, même si elles avaient voulu partir, elles n'avaient nulle part où aller. Le monde extérieur les avait rejetées, et ce travail humiliant, aussi dégradant fut-il, valait mieux que la misère absolue de la rue. Dans les nuits sans sommeil, Abigail repensait parfois à Emma, la fillette qu'elle avait méprisée pour sa vie dans la rue. Maintenant, elle-même n'était guère mieux, sauvée de la rue uniquement par ce travail dégradant qu'elle méprisait. La routine au chenil était devenue leur prison mais aussi leur unique refuge. Les jours se fondaient les uns dans les autres, un cycle sans fin de tâches avilissantes et d'humiliations. Les matins commençaient avec l'aboiement des chiens, leur réveil involontaire, et se terminaient de la même façon, comme si les animaux célébraient leur punition. L'odeur des chenils s'était tellement imprégnée dans leurs vêtements et leur peau qu'elles ne percevaient plus aucun autre parfum. Don Manuel, évidemment, prenait plaisir à leur rappeler leur situation paradoxale. « Vous devriez me remercier à genoux », disait-il souvent. Qui d'autre donnerait un emploi à deux arnaqueuses célèbres? Ici au moins, vous avez un toit et de la nourriture, même si c'est en compagnie des chiens que vous méprisiez autrefois. Chaque parole était un couteau tourné dans une plaie qui ne guérirait jamais. Leur tentative pour trouver un autre travail s'était raréfiée, chaque échec rendant l'humiliation plus insupportable. Une fois, Abigail avait obtenu un entretien dans une petite boutique de vêtements d'une ville voisine. Elle avait cru pouvoir recommencer. Mais une recherche rapide sur Internet avait suffi. « Nous n'engageons pas votre genre », avait dit la gérante, donnant au mot « votre genre » une signification bien pire que « escroc ». Dans leurs moments les plus sombres, Harriet tentait de trouver du réconfort dans la prière. Elle avait commencé à fréquenter une petite chapelle près du chenil, toujours à l'heure la plus creuse pour éviter les regards accusateurs. Ses prières, pourtant, sonnaient creux, comme le furent ses fausses promesses de loyauté envers Charles. « Dieu nous a abandonnés », disait-elle, amère. Ou peut-être n'était-il jamais vraiment avec nous, puisque nos cœurs étaient si noirs. Le pire était de voir comment les années de dur labeur avaient transformé leur apparence. Les mains d'Abigail, autrefois symbole d'élégance, manucurées, étaient désormais dures, couvertes de crevasses, ongles cassés et cuticules enflammés. Le visage d'Harriet, autrefois doucement ridé, était marqué de sillons profonds de soucis et de regrets. Son dos courbé, conséquence des travaux incessants, portait non seulement le poids de la tâche, mais aussi celui de toutes ses mauvaises décisions. Les autres employés du chenil avaient développé un jeu cruel, parier combien de temps elle tiendrait avant de craquer. Certains disaient qu'Harriet céderait la première, d'autres misaient sur Abigail. L'argent circulait ouvertement pendant les pauses, tandis que les deux femmes, humiliées, feignaient de ne pas entendre. « Combien de temps avant que les princesses du chenil retournent à la rue ?» demandait-il, fort, pour être sûr qu'elles entendent. Et ainsi, jour après jour, elles continuaient, nettoyant, nourrissant, endurant, devenant l'ombre de ce qu'elles avaient été. Leur vie était maintenant l'exact opposé de ce qu'elles avaient rêvé, réduite à s'occuper des animaux même qui avaient contribué à dévoiler leur vraie nature. La routine matinale débutait avec les aboiements comme un réveil brutal, et se terminait la nuit avec le même cœur canin, comme si les chiens fêtaient un autre jour de leur punition. L'odeur, le bruit, le dur labeur et les humiliations constantes formaient leur châtiment perpétuel, un rappel sans fin de comment leur grand projet de luxe s'était retourné contre elles. Chaque matin apportait le fardeau d'un nouveau jour d'expiation, chaque nuit la certitude qu'elle se réveillerait pour répéter inlassablement le même cycle. « Je pense qu'au fond, » murmura Harriet un soir, les aboiements résonnant dans l'obscurité, « nous avons obtenu exactement ce que nous méritions. » Abigail ne répondit pas, mais ses larmes silencieuses humidifièrent l'oreiller usé. Le destin s'était chargé de leur châtiment avec une précision presque poétique.
Les femmes qui avaient voulu utiliser un mariage pour accéder au luxe se trouvaient maintenant piégées dans une vie à l'antithèse de leurs rêves, à s'occuper de l'animal même qui avait aidé à révéler leur vraie nature.